Attendez, je me vois pas là. On est à l'antenne ou pas? Bonjour à tous. Bienvenue sur le Jump Seat. Eh oui. Vous vous demandez si je vais être tout seul aujourd'hui. Ceux qui ont bien lu les actualités, notamment autour de l'ULM, savent que dans pas longtemps ici, nous allons avoir un invité ou une. Aujourd'hui, nous allons parler d'ULM, d'ultra léger motorisé. C'est une spéciale ULM. Notre invité va nous rejoindre. Il est au maquillage, là, il se prépare. Pensez aussi à nous suivre, à nous regarder. Ça nous soutient énormément. Donc n'hésitez pas à googler Jumpseat Aérobuzz YouTube pour aller voir à quoi ça ressemble. Voilà. On parle ULM avec, je sais même pas comment le surnommer. Il est pilote, il est instructeur. Il fait des meetings aériens. Il est un peu geek aussi. Je vous laisse plus attendre. Bienvenue Thomas. Comment ça va? Ça va bien toi? Bah ça va. Alors oui, je sais pas trop comment te présenter en fait. Toi t'es pilote tout ça. Qu'est-ce qu'on dit déjà? T'es pilote, c'est ça? Ouais, c'est pilote. Avant tout pilote. Avant tout pilote. Amoureux de l'ULM. Amoureux de l'ULM, ouais. Amoureux de tout ce qui vole en général de toute façon. Amoureux de tout ce qui vole. Alors Thomas, on est super content de t'avoir ici. Comment t'as atterri Pour le boulot, il cherchait un instructeur d'ULM et puis j'ai dit bah tiens, on va se lancer là-dedans dans cette nouvelle activité et puis bah c'est parti quoi. Il y avait un job à la place d'instructeur, on m'a dit bah voilà, est-ce que tu cherches de devenir instructeur? Je suis bah pourquoi pas, on va tenter quoi. Donc on peut présenter l'école où tu travailles, Ouais. C'est le club, c'est Skylake. Skylake, tout à fait. Skylake, pardon. Qui sont basés sur l'aéroport d'Annecy. Voilà, on a un petit club de 4 machines qui sont basées là-bas, entre des Savannah, des multi-axes, 3 axes et autogire. Et on a aussi d'autres belles machines qu'on en parlera tout à l'heure. Et on fait tout ce qui est formation et baptême de l'air sur l'aéroport d'Annecy. Donc toi, tu fais de l'instruction depuis combien de temps? Oula, ça doit faire 8 ans maintenant que je suis instructeur. 8 ans? Ouais, 8 ans. Et ça fait, Quasiment plein temps, tu me disais. Eh ouais, quasiment plein temps, 5 jours sur 7 par semaine, ouais. C'est un super terrain de jeu, Annecy. C'est un très très beau terrain de jeu entre le lac magnifique. et le relief. On a vraiment quoi faire, on s'en plaint vraiment pas du tout. Ouais. Ça Alors se passe plutôt bien. justement, tu es instructeur. Comment faut faire pour devenir pilote d'ULM? En 25 heures de vol et 35 heures maximum, on est breveté et puis c'est parti quoi, et on va se faire plaisir là-haut. Combien d'heures à peu près le brevet? Ah, le brevet à Annecy, on arrive à 35 heures de vol. 35 heures de vol Ouais, avant... en fait, on est sur un aéroport, donc il y a le contrôleur, il y a toute la gestion derrière. 35 heures, c'est pas mal. Mais le lâcher? Oh, le lâcher, c'est un peu plus tôt. Généralement, c'est 20 heures de vol. 20 heures de vol où il part vraiment tout seul de ses propres ailes. Là, c'est un peu impressionnant. Alors raconte-nous, Thomas, toi, ton lâcher, on s'en souvient tous de notre lâcher. C'était magique. Alors, c'était pas en ULM, c'était en avion. Toi, tu as commencé en avion. Et ouais, à l'aéroclub de Chartres, j'ai commencé là-bas. Et j'ai fait mon premier lâcher vers 15 heures de vol, un truc comme ça. Et c'est vrai que c'est toujours impressionnant. Alors, on se rend pas trop compte sur le départ. Parce que c'est une routine, donc on est dans les tours de piste, on fait décollage, atterrissage, on se rend pas trop compte. Et puis à un moment, il y a un instructeur qui descend. Bon, tout va bien. Et puis il part, et puis bah tu vas refaire tout seul la même chose. Et là, c'est un petit moment un petit peu stressant, puis ça se passe. Et puis par contre, le deuxième vol solo, c'est là où on se rend vraiment compte du plaisir. Donc pourquoi finalement t'as pas continué l'avion? Ou t'es allé jusqu'au PPL ou pas? Ah, j'étais jusqu'au PPL, Voilà. mais juste avant la formation du PPL, enfin juste avant la qualif du PPL, je suis passé à l'ULM. Et qu'est-ce qui a fait que t'as basculé, si on peut dire comme ça, t'es passé à Le l'ULM? monde de l'ULM. J'allais dire du côté... Alors, tout simplement parce ultra qu'en fait, léger. à l'école, j'étais à l'UT de Chartres. Et en fait, on a fabriqué un ULM électrique à l'école de Chartres. Et en fait, personne ne voulait voler dessus. Moi, j'étais dans ma formation de PPL et j'ai dit, bah tiens, pourquoi pas, on va s'amuser à voler avec la machine qu'on a construite à l'école. Et c'est comme ça que je suis rentré en fait dans le monde de l'ULM par notre avion électrique. T'es rentré dans l'ULM sur 2 mois Shell électrique. Ouais, c'est un projet, on va en reparler tout à l'heure. T'es pas revenu à l'avion? Et du coup, non, je suis pas revenu à l'avion. J'ai validé mon PPL à la fin parce que bon, c'était dommage de pas le finir. Les 42 heures, je crois, 42 heures obligatoires. Donc je l'ai fini et après, en fait, je me suis passé complètement à l'ULM. La liberté du vol, construire ce qu'on veut comme machine, voler avec ce qu'on veut. Et c'est ça qui est vraiment cool dans le monde de l'ULM. Bah c'est vrai quand même, l'ULM c'est l'accessibilité Ouais, quand même. Tout à fait, ouais. Alors on peut le dire, c'est quand même moins cher que l'avion. Ouais. Puis il y a des machines aussi maintenant qui sont aussi performantes que des petits avions. Très quoi. performant, maintenant ça c'est- croise à plus de 300 km/h sans aucun souci et qui consomme 4 fois moins qu'un avion, ouais. donc c'est quand même assez incroyable. Là, on est complètement déréglementé, il y a tous les pays d'Europe qui sont envieux de notre réglementation et nous on arrive à voler avec cette réglementation du LM. L'ULM à la française. Ah ouais. Ça fait quand même débat, la réglementation. Autour de nous, on voit quand même la frontière du certifié n'est quand même pas très loin. Ça t'inquiète, toi, t'y penses? Non, bah déjà on a une fédération qui nous soutient derrière. C'est vrai. Heureusement, il y a une fédération qui nous soutient pas mal. On a encore une belle marge de progression entre le certifié et non certifié. On va rester dans du non certifié, c'est vraiment le but du jeu. Et comme j'ai dit, c'est le vol libre. On part dans n'importe quel pays, on est complètement déréglementé, on prend nos machines, on va voler. Libre et responsable. Et responsable, ouais, tout à fait. On continue. Je vous rappelle que nous sommes en direct sur Jumpseat, votre émission aéro tous les mardis midi. Je vous propose de faire un petit peu d'actu. On y va? Allez, c'est parti. Allez, on part d'abord en Chine. Je m'appelle Ehang 216. Alors prononcez
Iyang Abaisheyo. 一行216， Qui suis-je? Qui suis-je? Qui suis-je? Je suis le premier à avoir été certifié dans le monde. C'est une première dans l'histoire de l'aviation mondiale. Donc j'ai été certifié en Chine par la Civil Aviation Administration of China. Les mauvaises langues diront que c'est une certification chinoise et non mondiale. Est-ce que vous avez trouvé sur le chat? J'ai coupé l'herbe sous le pied d'un concurrent sérieux européen qui s'appelle le Volocity, allemand, et son volocoptère. On le verra certainement voler aux Jeux Olympiques 2024 parce que lui, il n'a pas encore justement la certification. Et s'il ne l'a pas d'ici 2024, il faudra qu'il ait une autorisation spéciale pour voler. Et je suis un eVTOL. Ah ouais. C'est quand même, dans l'histoire de l'aviation, c'est la première fois qu'un taxi volant eVTOL est certifié. Alors c'est vrai, c'est certifié par les Chinois, hein, par la CAA, la CAAC, pardon. Donc c'est pas encore certifié au niveau mondial, ESA, FAA, voilà. Mais c'est quand même une grande première. Il y a un taxi volant dans le monde maintenant qui est certifié pour faire des activités commerciales. La Chine certifie le premier eVTOL autonome de l'histoire de l'aviation. C'est fait. T'en penses quoi, toi, Thomas? Je vais attendre un petit peu, je préfère piloter encore mes machines. T'y crois, toi, au eVTOL ou pas, franchement? Je sais pas encore. Bah, au niveau réglementaire, je sais pas comment ça peut se passer avec l'espace aérien qui est déjà bien C'est ça, pris. ouais. Dans les villes et tout, ça va être. Il y a quand même pas mal de contraintes. Ouais. Nous revenons en France. On a appris cette semaine le redressement judiciaire de Robin Aircraft, le constructeur d'avions légers du célèbre tube étoile DR400. T'as déjà volé sur DR400? Ah, DR400, j'ai déjà volé, ouais. Robin Aircraft est en redressement judiciaire. Alors, c'est une société qui traverse quand même pas mal de tempêtes, hein. Ils ont eu des soucis en fin 2022 avec des défauts de collage sur les longerons. Ils ont dû supprimer pas mal d'emplois aussi, je crois, en début d'année. Donc, ça ne veut pas dire que l'entreprise cesse son activité. Elle est en redressement judiciaire, c'est-à-dire qu'elle est sous administration pour aider à la gestion de l'entreprise. Donc coup dur pour Robin Aircraft, qui ne cesse pas ses activités, mais qui traverse quand même des moments difficiles. On leur souhaite bon courage. Deuxième coup dur dans l'actualité de l'aviation française, c'est la liquidation pure et simple de l'école de pilotage PFT Aéro. On parle beaucoup d'aviation ici pour les jeunes, ça fait rêver. Il y a énormément de garçons et de filles qui rêvent de devenir pilote. Malheureusement, pour celles et ceux qui sont dans cette école, eh ben, c'est beaucoup d'argent investi, des emprunts en cours, des futurs pilotes de ligne qui se retrouvent pour le moment un petit peu sur le carreau. C'est un peu triste, hein? Ouais, c'est un peu triste, ouais. Alors bon. on rêve de voler tout ça, et puis ouais. On continue. Oui, une chouette nouvelle. Justement, c'est une belle nouvelle que nous amène notre ami Ulfred. Retour en vol du Grumman Tracker T15. Voilà. Après 5 ans de restauration. Regardez comme il est bon. Il a revolé le 10 octobre 2023. C'était à Nîmes, donc mardi dernier. Bah, c'est chouette qu'il soit en état de voler. C'est quand même tout un héritage, hein, d'avoir des machines comme ça. Et surtout, ce qui est sympa aussi, je pense, c'est qu'il va certainement participer l'année prochaine à des meetings aériens. Donc on aura le plaisir de le voir sur des meetings. Ulfred nous en reparlera certainement. À propos de meetings, justement, c'est la dernière actu, enfin l'avant-dernière. La saison 2023 a été exceptionnelle. Carton plein pour tous les meetings aériens qui se sont tous déroulés à guichet fermé. T'as fait des meetings, toi, Thomas? Ah, j'en ai commencé, ouais. 2 meetings. Alors voilà, on peut citer par exemple, on va en reparler, hein, on peut citer par exemple Air Legend qui a fait venir cette année quand même des machines incroyables comme le F86, le MiG-15 et surtout un B-17 Flying Fortress. On pouvait même le voir sur Flight Radar, il est du Royaume-Uni, traverser la Manche. Ces machines ont à eux seuls drainé une bonne partie du public. Donc, et on peut aussi citer le nouveau meeting de Chartres. C'est celle-là, j'arrive pas encore à m'habituer aux caméras. On salue Catherine Monoury, premier meeting aérien à Chartres que tu connais bien. Je connais bien. On va en reparler. Carton plein aussi. Hein. Donc guichet fermé aussi pour Chartres. Et puis voilà, il y a eu les 70 ans de la PAF. Et évidemment, le grand retour après 4 ans d'absence du Salon du Bourget, où nous étions présents pendant une semaine, 5 heures d'émission par jour, près de 100 invités. C'était une expérience formidable. J'espère qu'on pourra la revivre. Merci à toutes celles et ceux qui nous ont suivis pendant le Bourget. Voilà. On termine aussi avec une actu de cette semaine. Il se tenait cette semaine à Bordeaux l'UAV Show, 5e édition. C'est le salon du drone. Gros succès. Avec une première, je crois que c'était le jeudi. Ils ont fait une démonstration en vol, des démonstrations en vol de drones sur l'aéroport, sans interrompre le trafic. Donc voilà, c'est quand même assez rare pour qu'on le souligne. Il y avait des débats et des tables rondes qui étaient animés par Gilles, qu'on resalue. Il n'est pas loin, Gilles, il est en coulisses, il nous regarde.
Alors Gilles, il a animé des tables rondes à l'UAV Show, des conférences qui sont en replay parce qu'elles étaient retransmises sur Jumpseat. On est vraiment très polyvalent sur Jumpseat, vous l'avez vu. Hein. Mais on vous redonnera des nouvelles un petit peu sur notre grille bientôt et sur nos émissions. Donc voilà, si vous voulez revoir les émissions de l'UAV Show à Bordeaux, c'est sur les replays. Pensez à nous suivre, Twitch, YouTube, TikTok, Twitter, Instagram. Ça nous soutient énormément. On va avancer dans l'émission. D'accord, c'est parti. Bon, alors écoute Thomas, je te laisse la place maintenant. Ah ouais, Moi, je m'en déjà vais parce que je suis fatigué. Je te laisse continuer l'émission. Donc, on va parler ULM, tout ça. Est-ce que vous avez des questions sur le chat? Alors, Zona Hero nous dit collision aviaire. D'après les premiers témoignages, je pense que Zona Hero nous parle du crash de Talar. Voilà. On salue 007 Laura 007. Salut Jérôme et Thomas. La Fédé vous regarde, Laura. Salut Laura. Ah, j'ai deviné qui c'était. Bon, bah, c'est super sympa la Fédé d'être en ligne parce que c'est vrai que c'est une émission ULM. Et Hervé a tout à fait raison. Je suis très bavard. Ça fait déjà une demi-heure qu'on a commencé l'émission. On n'a quasiment pas parlé du ULM. Et ben c'est parti. Ça va commencer. Maintenant, pendant une heure et demie, nous allons parler ULM avec Thomas Joron. Je le disais tout à l'heure, Thomas, je ne sais pas comment te présenter. Tu peux te présenter, toi, en fait. Non, mais T'es instructeur, raconte-nous ta vie d'ULMiste. Voilà, je vais retomber de rafale. Je suis juste un passionné de l'aviation, c'est tout ce qu'on peut dire en deux mots, un passionné de l'aviation. Après, c'est vrai que j'ai plusieurs casquettes en tant qu'instructeur, pilote. Après, maintenant, je fais des meetings aériens. Voilà, il y a tellement de choses qu'on peut raconter autour, mais voilà, je ne sais pas par quoi tu veux commencer, mais ça fait 12 ans que je pilote. Ouais, c'est ça. En fait, non, mais c'est la question qu'on pose à tous ceux qui font de l'aviation, que ça soit de l'ULM, du parachute ou quoi que ce soit, du planeur. Qu'est-ce qui s'est passé? Le déclic. T'habitais vers un aérodrome toi aussi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un déclic. Même pas. Moi, c'est un rêve de gosse de pouvoir voler comme un oiseau. C'est mon rêve de gosse de pouvoir voler comme un oiseau. On m'a toujours dit c'est impossible parce que je n'étais pas très bon à l'école, faut l'avouer. Hein. On peut pas être parfait partout. Et en fait, un jour, je suis rentré dans un aéroclub. J'ai dit bah voilà, je veux passer mes heures de vol. On m'a dit voilà combien ça coûtait. J'ai travaillé pendant 2 ans pour financer mes premières heures de vol. Et puis après, c'est parti. Je me suis plus dans le métier. Et puis voilà quoi, je suis parti à fond dedans quoi. Donc, tu as frappé à la porte d'un aéroclub? Un aéroclub, ouais. L'aéroclub de Chartres à l'époque, ouais. L'aéroclub de Chartres. Donc, toi, tu es de là-bas? Ouais, je suis originaire de Chartres, ouais, tout à fait. Et donc, tu avais 18 ans? Et ouais, j'ai commencé à 18 ans et j'étais breveté, je crois, à 19 ans, à 20 ans, j'étais breveté PPL, ouais. Alors, on en a parlé tout à l'heure, tu as fait un peu d'avion et tu as basculé, tu es passé à l'ULM. Je suis passé très vite à l'ULM. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as vu un ULM sur le terrain? Tu en as entendu parler? Tu savais ce que c'était à l'époque? Même pas, je sais même pas ce que c'était. C'était juste à l'école, on avait un projet de fabriquer un avion électrique. J'ai dit, oh, bah, c'est super cool, dis donc, fabriquer un avion électrique à l'IUT, c'est incroyable. Une occasion comme ça se présente pas 2 fois. Et en fait, c'était un ULM. Donc, je savais même pas ce que c'était l'ULM à l'époque. Et on l'a construit et à la fin, bah, personne ne voulait faire les vols d'essai. Je dis, bon, attends, je fais un PPL. On peut essayer au moins se tenter, faire un peu d'ULM. Et du coup, je suis arrivé dans un club d'ULM, on m'a fait passer mon brevet d'ULM. J'étais tout juste PPL. Et à partir de là, c'est parti, j'ai fait les vols d'essai avec l'avion électrique. Alors, ça reste de l'aviation, hein, ça se pilote comme un avion. Tout à fait. Il y a quand même, je sais pas, l'ultra léger. Qu'est-ce qui t'a charmé? Ah, qu'est-ce qui est charmé? Ah, c'est impressionnant comme machine parce que bah, la demoiselle, si on a des photos ou pas, c'est un tube étoile vraiment classique. Ah oui, on en a. Avec un petit siège qui était en fibre de verre, celui-là n'était pas en osier, c'était le prochain qui était en osier. Je vous la mets à l'écran. Et c'est un petit siège, voilà, un petit siège avec juste une petite poutre. Alors c'est assez impressionnant. Ça, c'est le tube étoile, ça. Ça, c'est le vrai tube étoile à l'origine. Les racines de l'ULM. C'est ça. Avec une spécificité sur la machine, c'est pour ça qu'on l'a fabriqué, qui est finalement elle se construit très rapidement, en 2 ans, alors qu'on est électricien, électronicien. On n'est pas du tout de la mécanique, hein, on a construit ça en 2 ans. Et bah, la spécificité, c'est que c'était assez simple à construire. Et en fait, c'est une machine, elle a incidence variable. Contrairement à un avion qui a des ailerons pour faire pivoter l'avion sur l'axe de roulis, et bah là, en fait, c'est carrément les ailes qui se déplacent. Et alors, enfin, c'est-à-dire on le devine un petit peu sur la photo, donc les ailes. Ouais, elles pivotent en roulis, comme des ailerons. Donc elles jouent le rôle d'aileron. Elles jouent le rôle d'aileron. C'est pas déstabilisant ça au début, non? Alors un petit peu parce que c'est très efficace au niveau des commandes de vol, mais en fait après qu'on veut s'amuser en vol, bah, c'est très très joueur. Et non, c'est super stable du coup en vol, c'est incroyable. C'est Daniel Lalbic qui fabrique. Alors voilà, on peut montrer le site, hein, parce que voilà, c'est une association. Ouais, l'association Elle existe toujours cette association ELEC? Oh, elle est un petit peu en train de. Voilà. C'est bientôt la fin de la sauce. Et donc, à l'époque, donc toi, tu as commencé à l'ULM. D'ailleurs, il y a quelqu'un c'est Rock75330 qui t'a décrit comme inventeur, entrepreneur, organisateur de meetings, geek, c'est ça? Geek. Je pense qu'il a voulu. Et encore plein de choses, ce jeune gars.
À mon avis, j'ai un petit. C'est quoi le meilleur il a raison. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Qui se cache derrière Rock 74 330? Ah, j'ai un Quelqu'un petit de doute. Skylark, un pilote? Moi, je pense que c'est peut-être le président du club, non? À tout hasard. Bienvenue, monsieur le président, si c'est bien Bruno, vous. je crois bien. Donc, ouais, c'est un peu tout ça. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que tu as commencé l'ULM, toi, sur quand même, voilà, sur des machines. Vraiment sur le rustique. 2 mois Shell, quoi. Ouais, c'est une machine rustique. C'est incroyable. Personne ne voulait voler avec. Et puis moi, je dis, allez, c'est parti, on va se lancer. Et c'est comme ça, en fait, je suis rentré vraiment dans le basique de l'ULM. Et puis maintenant, voilà, c'est vraiment génial de pouvoir construire nos machines, un morceau de tube, et puis c'est parti, quoi. Alors, on va reparler de l'électrique, mais justement, après, tu as volé sur des machines un peu de la même catégorie, si je peux dire comme ça, le Woodhopper, Ouais, le Woodhopper. le Micro B. Ouais. On s'était rencontrés, première fois que je t'ai rencontré, Thomas, c'était en 2015, je crois. Avec un certain personnage, avec Monsieur Chabert. Avec Bernard Chabert, Bernard on Chabert. tournait La Belle Vadrouille, donc à 52 minutes pour Aerostar TV. Ouais, Et on avait fait vraiment une jolie séquence. Tu faisais le tour ULM sur le c'est Woodhopper. ça. C'est ça, c'était mon deuxième Troisième, peut-être. Troisième tour ULM, ouais, que je Et alors faisais en attends, championnat. en 2015, ça fait 8 ans. Ouais. Donc tu avais 22 ans. C'est ça. Donc j'étais tu tout volais jeune. depuis 4 ans à peu près. Ouais, Enfin, c'est sur ça. l'ULM. Ah bah même sur moins. l'ULM, pas mal, 2 ans, 3 ans. Ouais, bah j'ai fait mon premier tour ULM en 2012, donc c'est ça, ouais. Alors je crois qu'on va montrer ta page parce qu'il y a des photos sur ta page Facebook. On s'est permis d'aller sur la page Facebook de Thomas. Hein. Regarde, c'est celui-là. C'est celui-là, ouais. Ma première machine Voilà. que j'ai achetée avec un copain à l'époque, ouais. Regarde ça. Regardez ça. Le tube étoile dans toute sa splendeur. Hein. Alors par rapport aux 2 mois Shell, ça c'est un peu pareil, non? C'est un peu pareil, ça avance aux mêmes vitesses. Oula, pardon, 80. c'est les photos qui défilent. Ouais, après il y a mon neveu et tout ça. T'as bien Voilà, pas j'ai remarqué. Donc le Micro B, voilà, Micro B. Le Woodhopper. Le C'est un Woodhopper, pardon, le Lex Woodhopper, 3, 16 Woodhopper, mètres oui, carrés, oui. ouais. Ouais, on va Que reparler du Micro B après. Que j'avais acheté d'ailleurs à Albertville, c'est assez drôle comme coïncidence à l'époque en 2012, j'ai Ouais. acheté à Albertville. À Albertville. Ouais, pas trop loin d'Annecy du Tu coup, l'as finalement. toujours? Alors non, j'ai revendu pour acheter un Mistral à la place. D'accord. Voilà, on évolue un peu de machines et On ça reste un peut peu pas- dans toujours voilà, pareil, hein, dans le basique de l'ULM et Mistral, il y a aussi le Quicksilver, le toutes ces Quicksilver, machines-là. l'Avia Sud, bah, toute la génération d'Avia Sud, tout ça, c'est. Tu parlais des ailes là, qui jouent le rôle, Ouais. qui jouent le rôle d'aileron. Il y a aussi des tubes étoiles, un peu des machines comme ça, qui n'ont pas d'aileron à l'arrière. C'est des 2 axes. en Deux fait. axes, ouais. Alors, T'as essayé ça? Ah non, ou pas? j'ai jamais essayé. Il y a Ah un ouais. X2 qui existe de chez Woodhopper, Axe, Australien. ouais. Et j'ai jamais volé dessus. Et après, il y a d'autres types de 2 axes qui s'appellent les pushels. Et les pushels. Et donc, ça vole avec des incidences. En fait, on pilote qu'avec une dérive et une profondeur. Ah ouais. C'est assez étrange comme machine. C'est assez étrange, ouais. Et j'ai jamais encore eu l'occasion de voler avec. On a des réactions, des commentaires sur le chat. Franck May nous dit: le comportement au décrochage n'est-il pas problématique? L'inversion du roulis est un des problèmes récurrents qui ont poussé complètement à abandonner le gauchissement au profit des ailerons. Alors, c'est pas tout à fait un gauchissement. C'est vraiment, voilà, il y a un pivotement sur l'axe des ailes. Donc, le décrochage, finalement, si on fait un décrochage symétrique, il n'y a aucune différence, il n'y a pas de souci. En dissymétrique, j'ai jamais réellement essayé, voir ce que ça faisait en plein virage de décrocher avec ce genre de machine. Mais le constructeur, il m'a assuré que c'est un profil vraiment fait pour ça, pour faire justement de l'incidence variable. Très bien. Alors, on va essayer de vous montrer d'autres photos, juste pour qu'on puisse quand même bien apprécier ces machines. Alors, faut bien que je l'écrive, le Woodhopper. Voilà, regardez. Voilà, là, il y a d'autres... C'est ça, hein? Alors, on va voir ce que Ah non, c'est. ça, c'est le Shotia Woodhopper. Mais j'avais préparé... Tac, tac, tac. Là, il y en a un. Oui, Bah, bon, on c'est- l'a vu, ça, hein. c'est Oui, un c'est un peu comme... X316, ouais. Oui, bon, là, je tombe sur des sites d'annonces, d'occasion, ou Ah, j'en ça sais s'achète rien. Pour pas grand chose, hein, c'est Woodhopper. Mais la photo était mieux sur ton site, en fait. Hein. Voilà. Bon, je vais essayer de pas les faire défiler, les photos, qu'on tombe pas quand même sur... Bon, il n'y a rien de compromettant Après, sur ta page Facebook. Non, il y a Hein. des jolies, des photos de filles, alors qu'elle. Voilà, nous sommes sur la page Facebook de Thomas Joron. Hein. Regardez comme c'est beau. Voilà. Non, ah oui, pardon, oui. Excuse-moi, Martin, oui, je t'ai pas prévenu. Regardez comme c'est beau, ça aussi. Alors ça, c'est pas le Woodhopper, on va en parler un peu après. Je voulais quand même revenir. Donc, le Woodhopper, il y a le Micro B aussi. Ah, le micro Parce que B. tu as fait de la compétition. Ouais. Mais dans la chronologie de notre échange, ce qui m'a interpellé aussi, c'est déjà ton côté, on l'a dit tout à l'heure, ton côté un peu geek, là, l'électrique. Ouais. Tu as étudié, tu as fait un IUT à Chartres? Ouais, à la base, je suis une petite charte en génie électrique informatique Voilà. industriel. Voilà, rien à voir avec les ULM et la mécanique. Oui, mais l'électrique quand même. Mais comme l'électrique, Tu as parce apporté que, une certaine... voilà, l'innovation sur nos ULM pour développer justement un moteur et des batteries électriques. Ouais. Mais alors, développer un moteur électrique sur le 2 mois Shell, il servait un petit peu de cobaye, non? Ah, c'était vraiment un banc d'essai. On a fait différents essais. À l'époque, on était pionniers. On était 5 au monde à voler en aviation électrique.
Donc dès qu'il y avait un fournisseur, ils nous prêtaient leur moteur et leur contrôleur, bon la gestion du moteur et tout ça, pour essayer les vols avec les machines. Et après, vraiment, il fallait se lancer dans la machine pour faire le premier vol d'essai. Ça, c'est assez impressionnant. Donc on peut rajouter pionnier, hein, non, dans ton, Un petit peu, ouais. dans ton CV. Hein. Et l'électrique, justement, on en est où là? Ça traîne un petit peu, j'ai l'impression, non? Ah, Alors nos amis de Air Création, alors voilà, Air Création, toujours en ULM, mais avec le e-Pixel, je crois qu'on les a vus au Mulm. Ouais. Ils l'ont fait voler et je crois que la version, ils devraient bientôt le commercialiser et faire une version biplace. Bon, mais il n'y en a pas beaucoup quand même des ULM électriques. Hein, non, le problème c'est la batterie, c'est comment on stocke l'énergie, comment on la sécurise en l'air, parce qu'en voiture on peut s'arrêter s'il y a un souci ou autre, mais là-haut on peut pas trop s'arrêter, donc il faut qu'on soit sûr à 100% de la chaîne électrique. Mais la technologie est là quand même. La technologie est là, elle est présente. Pendulaire, il y a des paramoteurs électriques des paramoteurs aussi. Ça reste un peu encore des prototypes, mais toi tu penses que quand même il y a quelque chose encore à creuser là? Il y a une voie, il y a une belle voie à faire. Alors peut-être peut-être pas que sur les batteries comme on utilise aujourd'hui au lithium, on a d'autres technologies qu'on est en train d'essayer d'innover pour fabriquer l'électricité autrement, en vol. Voilà, et ça c'est l'avenir qu'on va essayer de travailler un peu plus sur les prochaines années pour qu'on soit un peu plus autonome. Et le Demoiselle, par exemple, vous avez mis quoi? Parce que ça remonte à 2015, là, à l'époque, la technologie était encore moins avancée qu'aujourd'hui. Eh ben, elle était moins avancée, on était encore sur des moteurs à courant continu. Alors des vieux moteurs qu'on utilisait vraiment pour les radiocommandés, hein, à peu près ça. Et à l'époque, d'ailleurs, c'est les radiocommandés qui nous a apporté les moteurs brushless, moteurs un peu asynchrones, finalement qu'on trouve dans l'industrie, mais qu'ils ont vachement allégé pour nous. Et on a fait les premiers cobayes des moteurs brushless. Moteur un peu spécifique en électricité, qui consomme beaucoup moins de pièces en mouvement dans le moteur. Finalement, il n'y a plus les charbons comme dans les moteurs à courant continu. Et du coup, on a des rendements qui sont beaucoup plus intéressants. Et vous avez réussi à régler des contraintes comme le poids. Quelle était l'autonomie de ces... Alors, c'était pas des grandes autonomies. On avait fait des vols de 25-30 minutes de vol pour les années 2012-2015. Donc, c'était quand même pas mal pour l'époque et tout ça. On avait quand même 80 kg de batterie, qui était juste au-dessus de moi, au-dessus du pilote. Donc voilà, pas de changement par rapport à l'emplacement du moteur. Ah non, c'est ça. Ah, bon, c'est quoi comme moteur là? Les classiques, c'est des 2 temps. Hein. C'est 2 temps. À la place qu'on mettait dessus, c'est des 2 temps. Des 462 ou des 503, des Rotax qu'on mettait dessus. Ouais. Comme on a aussi un peu sur le micro B. Tout à fait. Tout à fait. Bon, avec un nouveau moteur sur le micro B, on en parlera tout à l'heure. Mais... on va reparler du micro B. Parce que le micro B, il n'y en a pas beaucoup aussi qui volent. Il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a que 2 au monde. Il n'y en a que 2 au monde. Ouais. 2 au monde. Alors, on salue Fox Championnat. Qui nous envoie un petit coucou, il est top Thomas, bah ouais bien sûr qu'il est top Thomas, il a toujours le sourire, alors il court partout, c'est vrai il faut l'attraper, mais alors il tient parole, il est toujours dispo, on a fait un petit vol aussi ensemble au Mulm, là on vous en reparlera aussi tout à l'heure, on a plein de choses à se raconter, quelle heure il est, c'est 1h moins quart, jingle, bonjour à toutes et tous et bien, non ça c'est fait. Pensez à nous suivre sur Twitch, YouTube, TikTok, Twitter et Instagram. Ça nous soutient énormément. Je rappelle que la chaîne YouTube de Jumpseat a été sélectionnée comme créateur à découvrir. Ça va se passer demain sur YouTube. N'hésitez pas à googler YouTube Jumpseat, Aérobuzz. N'hésitez pas aussi à aller faire un tour sur Aérobuzz si vous voulez avoir des informations beaucoup plus approfondies sur l'actualité aéronautique avec la talentueuse équipe de journalistes qui écrit chaque jour tous ces articles. Aérobuzz, vous pouvez vous abonner aussi, vous pouvez nous soutenir en vous abonnant. Aérobuzz, c'est un média indépendant et on y tient. Donc voilà, vous avez des abonnements qui ne sont vraiment pas très chers à l'année et vous avez accès aux articles premium, à tout plein de choses. Voilà. Et l'année prochaine, c'est les 15 ans. On en reparlera, ça c'est pas à moi d'en parler. Il y a plein de surprises à venir, tout ça, voilà. Je tease un petit peu. Hein. Alors, Thomas, donc, on va faire maintenant l'interview Jump Disson. D'accord. Alors. Thomas Joron, tu as commencé donc à voler à 18 ans. Ton 1er juin à 16 ans. Et la cocaïne à quel âge? Alors, c'est un peu plus tard, non? Je vais le mettre mal à l'aise, le pauvre Thomas. Donc, on continue. ULM, avion. ULM, tu as commencé à bidouiller des moteurs électriques là, avec l'association ELEC. Tout à fait. On les salue. Et alors, le tube étoile, c'est encore aujourd'hui, quoi. C'est ton bébé, quoi. C'est l'origine façon du vol, tout simplement. Du vol à état pur, on n'a pas de contraintes, on n'a pas de limite avec un tube étoile. Et puis surtout, ça coûte pas grand-chose un tube étoile. Aujourd'hui, pour 500 €, on s'envoie en l'air sans aucun souci, quoi. Et c'est vachement... Ça, c'est l'interview Hardisson, ça. Ça y est, on a été capté, les gendarmes sont à la porte du studio.
On mettra pas ça en replay quand même. Non mais Bon, tiens. c'est super important ce que tu dis Thomas, l'accessibilité. L'accessibilité, On peut trouver en ligne, d'occasion des ULM. Sur Le Bon Coin, sur d'autres sites de revente de tout genre d'aéronefs, on peut retrouver des machines sans aucun souci. Et même pour 500 €, c'est accessible finalement à tout le monde. C'est moins cher qu'une voiture d'occasion et puis c'est parti quoi. Et on va faire le test en direct. C'est ça aussi Twitch. Hein. On se permet des choses. Regardez, je vais aller sur Le Bon Coin et je suis curieux de voir très sérieusement si on trouve. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme machine, tiens. Un Widowper Widowper, Ultralair, ouais. Attends, par contre, je sais jamais l'écrire, Widowper. Il y a un H, il y a deux P. W-E-E. Il me met ça dans jeu et jouer, c'est normal? Oh, sport et hobby plutôt, non? Alors, non, mais je l'ai peut-être mal écrit. Ça, vas-y, on va... Attends, je l'ai bien écrit là. W-H. Non, W-E-E. E, pardon, le H il vient après. Ouais, D-H. D-H. O-2-P-E-R, je crois bien. 2P2R. Tiens. Tiens, regarde, voilà. ULM 3 axes, Widowper AX3. Bon, c'est un peu plus cher, mais ça reste quand même. C'est vrai qu'il y en a plein. Hein. Il y en a plein, oui. C'est super intéressant. Hein. Regardez ça. Voilà. Et dire que ça, on peut traverser la France sans aucun souci avec ça. J'ai traversé 3 fois la France avec ce genre de machine. Peut-être que tu le connais, celui-là. Il y en a beaucoup des Widowper quand même. Ouais, il y en a beaucoup, ouais. Hein, c'était les années 80-90, ouais, ça marchait super bien comme machine. Regardez, donc un moteur de temps monté en Duc. Nos amis de Duc, on les salue aussi. On les croise toujours sur les salons. Ils ont de la bonne bière sur les salons. Voilà. Non, enfin bref, tout ça pour dire que bon, 2900 €, c'est peut-être pas le moins cher, Non, là, mais c'est pas non plus une machine à 200 000 €. Ouais, c'est ça. Hein, Il y a de tout. et on peut voler, quoi. On peut se C'est faire ça. plaisir. Voilà. Donc là, regardez, si on regarde, il y a 3. Là, il y en a même à 1000 € là. Un Widowper à 1000 € à Cavalère-sur-Mer. Bon, voilà, on va pas faire la pub de toutes les annonces, mais c'est intéressant quand même. Ouais. L'accessibilité. Puis après, avec ça, tu voles quoi? C'est quoi un plein? Enfin, c'est. Alors bon, ça consomme parce que c'est petits moteurs Ouais, de temps qui sont dessus, c'est vrai. mais allez, ça consomme 15 à 20 litres à l'heure. On a 40 litres d'essence, mais de toute façon, au bout de 2 heures, le pilote il est fatigué, donc il ravitaille, il repart. Et moi, j'étais dans le sud de la France, on était au bord de la mer, on a vraiment même jusqu'à Annecy depuis Chartres en vol, 7 heures de vol pour aller jusqu'à Annecy. Voilà, c'est le plaisir du vol à l'état pur, quoi. Le vol à l'état pur et accessible. C'est ça. On a des réactions sur le chat. Fox Championnat, je l'ai vu réparer sa machine en championnat quelques heures avant le début de la compétition, en 2/2 avec le sourire. La petite Marie. C'était quand ça? Ah, ça C'était c'est quelle machine? en 2-2, à mon avis, ça c'était en Angleterre, sur l'Allegro. Ouais, l'Allegro en championnat du monde en Allegro, ouais. Oh, ouais, c'est sacré. En championnat? Championnat du monde, ouais, en 2016. Je le mets pour le montrer aussi, hein, l'Allegro. Hein. Voilà, bon là, il y a des photos, là, bon, c'est pas très joli. Tac, 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 tac. Ah, C'est bien de partager avec vous, hein, pour qu'on puisse... l'Allegro, voilà. à mon avis, tu as trouvé biplace. Le monoplace, il est Ah ouais, quasiment pas... ouais. C'est le monoplace, t'as Ouais. raison. Ouais. Tu marques le Moni à côté, je pense que tu vas retrouver... Ah, Ah, tu l'as... tac. C'est ça? C'est ça, ouais. Regardez comme c'est beau. Magnifique, 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 magnifique. Ah, pardon. Oh là Il y a la là. pub de partout. C'est pas possible, hein, vraiment. Hein. C'est cookie, là. Voilà. L'Allegro. Je me demande si c'est pas... C'est le Monnier qui fabriquait ces machines. Ouais, mais c'est pas Mélanie aussi, à Chamblay qui volait sur un Allegro. Mais comment Bernet, je sais plus comment, là, on l'avait rencontré aussi sur un tournage. Bon, enfin bref. Voilà, magnifique machine encore, hein. Du tube étoile. Alors là, il y a du câble. Hein. Ah, il y a du câble. C'est, Ouais, ça, c'était les anciennes versions qui n'étaient pas au banné, ouais. Alors, on va avancer sur les machines. Je voyais un autre message qui arrivait sur le chat. Ah oui, Fox Championnat dit que c'était en 2016. Ah, donc c'est ça. Voilà, donc c'est ça, en Angleterre. Airpol 04, il est à la île, je pense, hein, île ou elle. Coucou Jumpseat, je suis à la Réunion, je n'ai plus d'ULM et ça me manque. Navi Pilote, alors j'arrive pas à tout comprendre ce qu'il écrit. Navi Pilote est à Vinon sur Zener, 600. Et ils ont à péter les... Je comprends pas ce qu'il veut dire. Est-ce que tu peux nous redire ce que tu veux? Enfin voilà, peut-être un petit peu plus clairement. En tout cas, on est très content d'avoir des personnes qui nous suivent de la Réunion. Alors si l'ULM te manque, eh ben, on peut te comprendre. Raconte-nous, dis-en-nous un petit peu plus sur toi et sur les machines sur lesquelles tu voles. Fox Championnat nous dit les câbles. Eh oui, bah oui. Ah, il est bon souvenir, ouais. Ouais, dans tous les sens. Alors,
Ça me permet d'enchaîner, Thomas, sur la compétition. Ouais. T'en as fait combien des compétitions? T'es multi-champion de France? Ouais, quelques fois champion de France, ouais, 3 ou 4 fois, je crois 3 ou bien. 4 fois. Ouais, c'est ça. Voilà. Vice-champion du monde en 2016 avec Marie. Alors, moi j'étais en monoplace. Et championnat d'Europe, j'en ai fait une fois, j'ai fini 3e en Hongrie en 2019, si je me plante pas. Et puis là, on va bientôt préparer les nouveaux championnats du monde, à nouveau en Angleterre, l'année prochaine. Alors, on fait quoi dans ces championnats? Oula, alors c'est très très varié. Alors on croit toujours que c'est des acrobaties. Alors j'aimerais faire des acrobaties, mais on en parlera un peu plus tard. Tout commence à faire un père. Hein, Voilà. Mais non, c'est pas du tout ça. En fait, le but du jeu d'un championnat, c'est quoi? C'est la précision de pilotage. On n'a pas de GPS à bord, on vole à la carte, à l'ancienne, avec des cartes routières. Et le but du jeu, c'est suivre un tracé le plus précis possible. Précis possible, c'est-à-dire qu'on a des couloirs qui font à peu près 100 mètres de large. 100 mètres de large, quand la machine fait 12 mètres avec du vent de travers, on peut comprendre que c'est vite complexe à gérer. Ça aurait été trop simple de suivre un trait. On doit aussi trouver des balises en cours de route. Donc, il faut imaginer, on a une carte de navigation, on a des balises, c'est des photos qu'on doit pointer sur notre carte à une précision d'environ 2 à 3 mm sur la carte. Toujours en vol, hein, bien sûr. C'est pas fini, ça aurait été trop simple encore. On va rajouter aussi des épreuves de régulation de vitesse. Des éconaves aussi, avec une éconaves. certaine quantité de carburant. Ça, j'adore. C'est ah ouais. Et parcourir, par exemple, le plus de distance possible avec très peu d'essence, ou faire une plus grande figure, par exemple un grand carré, une grande surface à l'air, enfin une grande surface avec très peu d'essence. Ça, c'est de nouvelles épreuves qui se font de plus en plus. Ouais. Donc toi, t'en as fait combien de compétitions? Un sacré paquet, hein? Je dois être à 8 ou 9 championnats, ouais. Donc Foodglider nous demande en quoi consiste un championnat en ULM. Donc, parce que ça, ce que tu as dit, les navigations, les photos, ça se fait aussi en avion. Hein. Ouais, ça se fait en avion. Il y a eu les championnats du monde cet été à côté de Dijon. Là, c'était avion. Mais en ULM, bon, on le fait ça avec les multi-axes. Ouais, mais en fait, il y a aussi autant d'épreuves que de classes, j'ai envie de dire. Ouais, parce qu'on peut aussi faire des épreuves de slalom. C'est très impressionnant en paramoteur. Il y a de la précision, il y a des choses très ludiques aussi, hein, les paramotoristes qui doivent par exemple passer entre des quilles ou attraper un ballon avec les pieds, des choses comme ça. Et puis jeter dans la piscine et tout, ouais, c'est vraiment beau à voir, hein, c'est sympa. Il y a des précisions d'atterrissage. Des fois il y a une ligne, il y a une ficelle quoi, je crois, qui est tirée sur le seuil. C'est ça, et qu'on doit pas arracher ou on doit arracher la prochaine et tout, c'est très complexe et tout, ouais, c'est drôle à voir aussi. Et ça je crois que tu le faisais avec le micro-B. Alors, non, à Blois. C'était l'Allegro à Blois. C'était l'Allegro. C'était l'Allegro, ouais. Parce que ça, je me souviens, je t'ai filmé en train de faire ça. Tu passais au-dessus de la corde, là, c'est vachement impressionnant. Qui était à 20 cm du sol, on devait pas toucher le sol, et était 20 cm avec les turbulences et tout, et on devait l'arracher ou l'arracher la prochaine, je me rappelle plus très bien l'épreuve, mais ouais, c'était. Donc les championnats ULM, c'est très varié. C'est très varié. Surtout que ce sont des machines très légères, ouais, donc on peut se permettre peut-être d'autres choses aussi sur les précisions d'atterrissage, sur les déconnages. Alors, on approche très lentement, on approche à 80 km/h, donc on a des précisions assez de folie, on se pose nous sur des porte-avions qui font 100 mètres de long, et on arrête la machine sur 35-40 mètres de long, donc c'est très très court. Alors, tu as été champion de France, en tout cas, je crois, en 2020. Ouais. Encore cette année. Encore cette année, ouais. À Chambly. Alors, pas toute catégorie. Je me suis fait un petit peu... Toi, c'est en classique, toi. Alors, je suis en classique et monoplace. Classique, pardon. Et monoplace. Et monoplace. Ouais, tout ça à bord de la machine. Il y a un paquet de catégories de classement en ULM. Hein. C'est comme l'aéromodélisme. Hein. Non, c'est un peu plus simple quand même. Et alors justement, en 2020, Thomas, là, tu avais remis en état de vol un micro B. Ouais, tout à fait. Raconte-nous un petit peu cette machine. Il n'y en a que deux en vol, deux qui volent au monde. Deux qui volent au monde, ouais. On va trouver des... Il y en a sur ta page Facebook? Ah, il y en a, ouais. Il y en a quelques-uns. Alors vas-y, je vais chercher pendant que tu nous racontes un petit peu le micro B. Alors d'où part l'aventure du micro B? En fait, c'est un constructeur d'hélices qui s'appelait Alain Petit, qui fabriquait les hélices à Plast, maintenant qui a un petit peu arrêté l'entreprise. Et à l'époque, il y avait une personne qui s'appelait Monsieur Ferrari qui voulait avoir un projet de vitesse, de record de vitesse dans les années 1990, donc assez rapidement. Et en fait, le projet de record de vitesse dans les années 90, c'est une machine qui volait quand même déjà à 190-200 km/h pour les années 90, assez impressionnante. Ah ouais. Et Alain Petit, lui, était dans la compétition, donc il dit bah tiens, je vais construire aussi une machine pour la compétition, vraiment, pour vraiment faire toutes les épreuves de compétition. Et ouais, pardon, on va continuer parce que le chat, l'écran est en veille. Ouais, c'est bon. On va dire comment faire. et en fait, moi, j'ai récupéré le deuxième prototype de Denis Chevilly, qui était aussi un très bon compétiteur, qui était aussi plusieurs fois champion du monde et tout ça. Et j'ai eu l'occasion de récupérer cette machine. Ça se donne entre guillemets entre compétiteurs. C'est vraiment des machines très spécifiques au vol et tout ça. Et donc, ouais, j'ai restauré en 2020 cette machine. Et combien de temps ça a demandé, ça, pour la restaurer? La restauration, on va dire qu'en 4 mois, on a remis en état de vol. D'accord. En 4 mois, on a remis en état de vol parce que c'est une machine qui volait déjà, mais avec différentes motorisations. On est au moins la 5e motorisation différente, là,
qu'on est en train de développer. Alors le voilà, le micro B, je vais essayer de vous trouver des photos. Le voici là en photo, ben, justement c'était pour les championnats de France du 2020 sur le site de la FF Plume. Bah oui, c'est bien Thomas à bord là, regardez là. Hein, Dans le petit cocon, ouais. c'est vraiment chouette ces machines. Hein. Alors j'aimerais bien trouver d'autres images un petit T'en as une peu. en dessous, là. Ici là. Ouais. Ouais, effectivement. Ouais, celle-là elle est de Celle meilleure Denis, qualité. d'Alain Petit, celle-là. Voilà. Il est venu au Mulm celui-là, je crois. Ouais, il vient souvent au mur. Ouais. Bah tiens, justement, il est pris en photo à Blois là. Voilà. Donc voilà, à toutes celles et ceux qui ne connaissent peut-être pas le micro B, hein, et voilà, bah voilà à quoi ça ressemble. C'est, ouais, on sait pas. On est entre entre la demoiselle et le Widow. Enfin, c'est un mix de tout en fait. C'est Hein. ça. C'est un mix, c'est Voilà. quand même très performant. Hein. C'est une machine qui. Bah oui, déjà le cockpit en Voilà. dur comme ça Ouais. là. En carbone et tout. Maintenant, c'est les machines Carbone. en carbone et tout. Déjà, me poser les 90 et tout. Ouais, c'est assez impressionnant. Hein. Et Donc il y en a que deux. que deux au monde. Ouais. Donc celui-là. Celui-là et le mien maintenant. Ouais. Il est où le tien? Et le mien, il est basé à Annecy aussi. Il est basé à Annecy. Ouais, Donc c'est tu là. voles régulièrement dessus? Alors, Est-ce que non. t'as emmené- Ah non, c'est Ah, c'est un monoplace. C'est un monoplace. C'est un monoplace. Mais est-ce que tu l'as fait essayer à des personnes ou Alors, est-ce non. que tu... Ouais. Et non, parce que c'est une machine qui est vraiment très intime, voilà, qui a une liaison avec le pilote et non, Intéressant ça. voilà. Et du coup, non, pour l'instant, j'ai emmené personne, enfin personne n'a pris ma machine encore. Assez délicate quand même à piloter. On a fait un joli vol avec le constructeur de Alain, avec les deux microbes, il y a 2 ans ensemble en patrouille. Ah oui, C'était le vraiment microbe, chouette. on peut dire aussi. Voilà. Ouais, le microbe, mal, le ça. microbe. Ça dépend si on était avant ou après le Covid. Ça dépend un petit peu de tout ça. Et voilà, non, c'est vraiment une machine extraordinaire. C'est un truc qui m'a interpellé, c'est quand tu dis voilà le côté intime entre le pilote et la machine. Ouais. Ah, c'est très intime hein, quand on est dedans, c'est un petit chausse-pied, hein. Il n'y a rien qui dépasse autour de nous, on n'a pas beaucoup de place. Alors il faut imaginer avec les cartes de navigation, voilà, il faut être vraiment très précis. Et c'est une machine qui est un petit peu, voilà, qui est pas très tolérante, qui est assez fine au pilotage. Je me suis déjà fait 2-3 frayeurs avec lors des vols d'essai, qui est très fine au niveau du pilotage, mais de la fabrication, l'installation du moteur et tout ça. Voilà. Alors des frayeurs, c'est-à-dire Oh, des petites frayeurs, des effets un peu de tumbling ou sur des phases critiques à latéraux? Non, on vole. On vole, ouais. Des essais de trim et tout ça où la machine elle commence à vibrer un peu dans tous les sens. Un peu à Voilà. décrocher ou à... En décrocher, ça me va encore, ça, Ouais. j'ai l'habitude, mais Ouais. non, des choses ouais, qui sont assez Des impressionnantes. vibrations un des peu... vibrations, ouais. Voilà. On a une question de Full Glider. En résumé, c'est quoi le métier de Thomas? Oula. Bonne question. Ouais, je sais pas combien de métiers à mon actif, mais ouais. Non, on va dire instructeur, principalement instructeur. Métier passion. Métier passion, ouais. Ça existe comme métier passion. Hein. Ouais, bah, il faut aimer la passion. Vous hein, travaillez pour, dans quoi? Ben, dans la passion. Je suis passionné, passionnant. C'est vrai, t'es passionnant aussi. Notre ami de La Réunion nous dit: je voulais dire que je volais à EC, mon ami, sur Zener 600 à Vinon-sur-Verdon, et qu'on a pété 2 fois en 6 mois les Chandos amortisseurs de la roulette avant, et les 2 fois on était à jeun. D'accord. Faut peut-être pas se poser sur le train. Et oui, je suis à La Réunion sans zinc et ça me manque. Bon, bah écoute, ici, il y a Papang ULM de Jean Illy, un super mec et pilote sur FK9. Belle machine aussi, le FK9. Ben, c'est sympa de nous envoyer un petit peu de soleil, Air Polo 04, et d'être là en ligne. On espère que tu vas pouvoir revoler quand même bientôt. Hein. N'hésite pas à partager tes expériences avec nous. On a d'autres personnes qui arrivent sur le chat. On a 0K qui est régulièrement avec nous. Joël M66, il est trop fort ce Thomas, capable de tout pourvu que ça vole. Ça fait le but du jeu. Non mais c'est vrai ça. T'as pas envie d'être pilote d'essai par hasard? Bah, tu l'es déjà Ouais, peut-être un petit peu, non? J'essaie déjà pas mal de machines de constructeurs, mais non. Alors, pour des premiers vols, tout premier vol. Ouais, Est-ce que tout tu as premier. déjà fait un tout premier vol d'une machine qui n'avait pas encore volé? Par exemple, la demoiselle électrique, c'est moi qui ai fait le premier vol. Voilà, j'ai essayé des machines. J'ai essayé des machines de construction amateur. On m'a dit bah Thomas va l'essayer. J'ai fait bon d'accord, faut l'essayer puis voilà. Et puis bon on en parlera après, mais le stamp voilà, on a mis en vol et tout ça, c'est toujours des moments magiques quoi. Les premiers vols c'est toujours des moments magiques, un peu stressant au début, mais une fois qu'on est en l'air c'est quand même magique. Alors Thomas, à 25 ans, il s'est quand même passé quelque chose. L'alcool est rentré dans ta vie. Tu as fréquenté les bars et tout ça. Tu as commencé à sortir. Comment tu as vécu cette période? À 25 Tu as ans, interrompu très le dur. vol pendant... Oula, pendant combien d'années? Bon, on continue. Oh là là, mais il y a tellement de choses encore à se raconter. Alors, sur le chat, faut aller voler avec Thomas à Annecy, nous dit Fog Championnat. Rendez-vous pris. J'ai eu la chance déjà de voler avec Thomas, mais pas encore à Annecy. Alors justement, on a vu un peu les championnats de France. Ouais. Donc, tu es multi-champion. Compétition, championnat ULM, c'est très très varié selon les classes. Ouais. Full Glider nous dit magique, pas seulement
pas trop risqué aussi. Bah oui, Ah bah il y a oui, une partie risque quand même. on a quelques séquelles un petit peu des accidents qui sont un peu passés, mais bon, c'est comme ça qu'on apprend, malheureusement, voilà. Après, en ULM, vraiment, pour se faire mal, faut vraiment en vouloir. Avec des machines où on vole, voilà, même si on décroche jusqu'au sol à 60 km/h, bon, Ouais. on a une bonne foulure au pied, mais ça repart, quoi, il n'y a aucun souci, quoi. Tu fais confiance en la machine. J'ai confiance Et à en la toi, machine évidemment. et j'ai confiance aux constructeurs qui sont derrière, ouais. Et les constructeurs Ouais. qui sont derrière. Ouais, ouais. C'est- T'as une c'est- passion pour les ULM rétro, Thomas. Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai, Hein, c'est vrai. donc t'as remis en vol, reconstruit un microbe, Ouais, un tout à micro B. fait. Un micro B. On va parler du Stamp SV4, Ouais. échelle 1. On va vous montrer une petite vidéo surprise aussi. Donc la construction amateur que tu as mise en avant cette année au Mondial de l'ULM. Oh. Raconte-nous un petit peu. Ouais, c'était une première édition. On a voulu créer un village un peu rétro et construction amateur pour regrouper un peu les deux parce que les deux ils ont totalement une cohésion entière dans ce village. Et on a voulu créer un espace un petit peu authentique de l'ULM, rétro, avec, voilà, avec une bande d'amis. Et puis on s'est vraiment bien amusé sur le meeting, enfin sur le salon de bois. Ah ouais. Bah sois pas modeste. Non, quand même. non. T'as quand même monté un truc là. Il y avait plein Alors, de on machines. est- On pouvait voir quoi? Alors, Il y avait la demoiselle, il y avait évidemment. il y avait la... Ah non, il n'y a pas de demoiselle, il y avait un scout shell en construction. Il n'y avait pas la demoiselle à bois. Ah La non, rouge, la j'ai- rouge. Et non, c'est une sourisette. Ah, sourisette. Sourisette que j'ai ramenée de Chartres en vol, ouais. Qu'est-ce qu'ils m'ont mis dans le verre là? Non, c'était la sourisette, pardon. La Excuse-moi. sourisette, il y avait Scoot Shell, il y avait. On La avait demoiselle était Mistral. l'année d'avant. Ouais, l'année d'avant, je suis venu en vol de Chartres aussi avec en vol. Ouais, voilà. Ouais, ouais. Ouais, avec ma petite demoiselle qui a fait d'ailleurs un tournage de film. Que j'ai tourné un tournage de film il y a 2 ans avec. Oh là là. Ouais. Alors encore une chose à rajouter au CV de Cascadeur et Thomas. tout, voilà, c'est. Essai en vol, cascadeur, acteur, instructeur, bon voilà. Donc Et, il y avait plein de machines là. Des à bois, là. Mistral, des Jodel, il y avait aussi un Cosmos, un pendulaire, il y avait le Stamp, et il y avait des Widowper aussi et un XR. Une vingtaine de machines, ouais, c'est présente. Très bonne question de M. Chauve-souris. Quel film? Alors, c'est le film de L'Envol de Pietro Marcelino. Ah, c'est un film un petit peu d'auteur, mais qui a été primé au Festival de Cannes, juste un petit peu avant. Je sais plus comment ça s'appelle, mais voilà, vous pouvez le trouver en film et tout, en DVD, ou sur internet, il est disponible. Mais ça me fait penser là. Ton activité principale, c'est instructeur. On va dire ça comme ça, ouais. À côté, tu as toutes ces activités satellites qui gravitent autour de toi, De l'aviation, ouais. qui font qu'une finalement. C'est hein. ça. Mais t'as pas eu envie d'être pilote de ligne, professionnel, tout ça? Ah, alors- ou de chasse, je sais pas. Alors, de chasse, oui, ça m'aurait tenté. D'ailleurs, s'il y a des C'est pilotes vrai de chasse qui veulent m'emmener, moi, je serais très content. Mais en fait, voilà. On en connaît plein. Ouais, bon, voilà. Mais en fait, moi, je préfère ma liberté. De voler avec mes machines, de voler quand je veux, faire mes baptêmes quand j'ai envie, construire, parce que bah, je vole 5 jours sur 7, mais 2 jours dans la semaine, je fabrique des machines. J'ai construit. Et ça permet d'être tellement varié au niveau du boulot que c'est vraiment sympa, quoi. Ah ouais, ouais. Et voilà, d'avoir une mixité de boulot, c'est pas toujours une routine, on change d'activité, on va voler, on construit, on développe des trucs à droite à gauche et c'est vraiment chouette. Touche à tout, quoi. C'est un peu ça, ouais. Voilà, t'aimes pas la routine, bah, comme nous, hein, les journalistes, hein, c'est un peu pareil aussi. Hein. On fait ce métier aussi pour ça. Hein. On aime bien que chaque jour suivant soit différent de celui de la veille. C'est clair ce que j'ai dit ou pas? Ouais, c'est clair. Pensez à nous suivre sur Twitch, YouTube, TikTok, Twitter et Instagram. Ça nous soutient énormément. Et abonnez-vous aussi à Aérobuzz. Ding dong, jingle. Thomas, donc oui, t'es touche à tout. Activité principale, instructeur. Ouais. Mais alors, t'es plus souvent en l'air qu'en voiture finalement. Ah, c'est le but du jeu. Maximum de temps que je passe en l'air, je suis hyper heureux. Donc, ouais, le but du jeu, c'est de passer plus de temps là-haut. À peu près 5-6 heures par jour en vol. 5-6 heures par jour en vol. Oh la vache. Ah, il y en a qui rêvent de ça. Hein. Ah ouais, mais non, c'est super. Et alors donc, évidemment, pour former des... Pour former des pilotes, ouais, des jeunes pilotes. Et puis, donc, une grande partie de formation, à peu près une dizaine d'élèves qu'on a dans le club par an. Et puis aussi beaucoup de baptêmes de l'air parce qu'on a une belle région touristique, donc voilà, qui est assez variée. On va revenir sur le mule, mais si je refais cette parenthèse sur la formation, c'est important. Ceux qui veulent faire de l'ULM, c'est accessible. C'est accessible, ouais. Faut passer le théorique, évidemment. C'est Alors, ça. le théorique, il y a beaucoup de nouveautés aussi. Alors, pas trop dans les questions, mais surtout dans la façon de le passer. Passer Hein, exactement. là, maintenant, vous pouvez le passer dans les centres agréés directement de la FF Plume, qui a la délégation du théorique Tout à depuis fait. 2 ans, je crois. Ouais. Je crois que maintenant, on est à environ 50 centres en France. Enfin, vous allez passer le théorique proche de chez vous et vous avez les résultats tout de suite.
C'est ça. C'est quand même pas mal comme évolution. Airpaul04 nous dit Thomas, tu veux pas me fabriquer de machine gratos? Je te ferai de la pub sur l'île. Merci. Alors, comment dire, on a. Gratos. Alors, déjà, il y a un coût budget, mais on a encore 2-3 machines en construction, donc on est quand même bien pris pour les 5-10 prochaines années. Ouais. Alors justement, la construction amateur. Je reviens au Mulm. Le village rétro. Donc tu nous as cité un peu toutes les machines qu'il y avait. Tout à fait. Qu'est-ce qui s'est passé un peu pendant ce mondial de l'ULM là, tu as fait des belles rencontres, on est venu te poser des questions, voir les machines. Tu as des journalistes qui t'ont un peu embêté pour voler avec toi. Voilà, c'est ça, je crois. On verra tout à l'heure la vidéo et tout ça. Mais non, mais c'était en fait le but du jeu, c'est d'avoir une belle ambiance, une synergie au niveau du mondial, d'avoir un beau village. Qu'on puisse vraiment s'amuser et tout ça, passer du bon moment ensemble. On avait des constructeurs qui étaient aussi avec nous comme Daniel Dalby, Serge Pennec et Didier Marie, j'ai oublié pauvre. Didier Marie qui est maintenant fait partie de la fédération au niveau de la construction des ULM à la fédération du pôle construction amateur. Et voilà, c'était former une synergie pour qu'ensemble on puisse monter quelque chose de sympa pour les prochaines années. Alors la construction amateur, comment elle se porte aujourd'hui en France? Parce que tu dis que toi, t'es plein agenda plein pendant 10 ans là. Ouais, c'est ça. Mais tu travailles sur quoi? Tu peux nous dévoiler quelques... pas trop, non, c'est des prototypes. Au moins une machine, non? Des prototypes carrément? Des prototypes. Tous des ULM. Hein. Alors nous, on fait que l'ULM parce que c'est la liberté de pouvoir construire ce qu'on veut. On n'a aucune réglementation, c'est-à-dire qu'on va demander à l'aviation civile notre certificat pour voler la première fois. Ils ne nous demandent pas de contrôle, rien du tout. On va voler avec la machine. Et après, c'est à nous de certifier, entre guillemets, la machine si elle est en état de vol. Donc c'est très simple de voler en ULM. C'est vraiment pas compliqué. Ouais, mais enfin, faut quand même. C'est pas tout le monde qui sait construire une machine. Alors non, faut quand même suivre souvent au départ, comme nous on a construit au début, c'est des machines sur plan, sur kit. Alors il y a des réseaux de constructeurs amateurs, il y a des plans qu'on se passe, hein, c'est ça. Il y a même des constructeurs qui vendent leur machine sous kit. Sous kit, voilà. Et qui viennent contrôler de temps en temps la machine pour vérifier qu'on a bien construit la machine dans leurs normes. Et puis après c'est parti, quoi. On va voler, quoi. Non, une construction, c'est généralement 2-3 ans de boulot, une bonne construction. Du LM. Mais là, tu travailles sur des machines qui n'existent pas encore ou sur des plans existants? Alors là, on va fabriquer. Au moins une, disons-nous une. Alors allez, une. Deux. Pas plus de 3. Hein. 3 machines et on n'insiste pas. Non, il y a une machine que je vais bientôt restaurer qui est un motoplaneur. Parce que construction, c'est aussi restaurer. Un motoplaneur de Claude Tisserand, malheureusement, qui est décédé il y a pas loin d'1 an, je crois, malheureusement. Et était corse. C'est lui qui a fabriqué les pétrels. Je sais pas si oui, pétrels, bien sûr. Voilà, oui. On va voir s'il y a une petite photo là. Voilà, les hydravions biplans un peu magique, après qui a été racheté je crois par des Brésiliens si je me trompe pas, Petrelix. Voilà donc et voilà les pétrels. Mais il y en a un qui était au Mulm aussi, tout à bien fait. sûr. Qui relance aussi la fabrication et tout. Et moi j'ai réussi à récupérer un motoplaneur. Il est là. C'est nos amis de AeroWeb là, qui avaient ouvert ça. Tac, voilà. Bon, je sais plus quel Mulm c'était, mais au moins vous avez la photo. Ouais. C'était l'année dernière, je crois bien. L'année dernière, ouais, tout à fait. On en a parlé aussi sur Aérobuzz, attention. Donc non, c'est ça l'avantage. Ah oui, c'est relancer à Vannes. Et donc c'est ça l'avantage de pouvoir construire et de voler avec n'importe quoi. On a une liberté en ULM qui est extraordinaire. Et alors, dans toutes ces constructions en cours, est-ce qu'il y a des projets avec motorisation électrique? Alors, électrique, il y a un projet, mais qu'on ne peut pas trop en parler, qui est encore un petit peu confidentiel. Ouais, je suis désolé. Ah, mais tu as raison, attends. On va pas, c'est normal. On fera de vos reportages à l'occasion avec tout ça dévoilé. Non, tout ce qu'on peut dire en ce moment, c'est que nous, en fait, on redéveloppe des moteurs thermiques de nouvelle génération. En fait, on sait que Rotax va bientôt arrêter le 582, le moteur de temps. Et le but du jeu, c'était de le convertir. Ça veut dire qu'aujourd'hui, un 582, ça consomme entre 15 litres et 20 litres à l'heure. C'est ce que j'utilisais à l'époque pour des compétitions. C'est très gourmand en énergie. Et maintenant, on passe sur des nouveaux moteurs qu'on a développés avec des copains que je remercie d'aider. Il va se reconnaître et tout ça. C'est grâce à eux qu'on fabrique tout ça. On a une belle synergie. On est à 3 à fabriquer tout ça. Et là, aujourd'hui, on est passé sur des moteurs de 15 litres à l'heure en 2 temps à une motorisation qui consomme plus que 3 litres à l'heure en 4 temps. Et là, on est en train de développer le nouveau moteur à injection qui va bientôt fonctionner pour les prochains championnats du monde. Alors, quand tu dis développer des moteurs, c'est à partir de... Alors, c'est d'un moteur existant. Moteur existant, d'accord. C'est un Rotax 912 à la base, qu'on a bien modifié. Mais, qui va passer en 2 temps? Non. Alors, en 4 temps. En 4 temps, ah bah oui. Mais au lieu d'avoir 4 cylindres, on est passé à 2 cylindres. D'accord. Ouais. Et donc on gagne en poids alors quand même. Ah, tu gagnes en poids. On a réussi à arriver. Maintenant, ce qu'on arrive à faire, c'est arriver au 1 kg cheval, qui est assez extraordinaire en 4 temps. Et on va même redescendre encore plus. Le prochain moteur qu'on est en train de faire injection, il va faire 65 chevaux pour 42 kg. Donc maintenant, c'est avoir plus de puissance avec minimum de consommation et de masse.
D'accord, donc là, voilà, l'optimisation est partout, quoi. L'utilisation est partout. Ouais. Mais c'est assez dingue, ça de passer d'un 912 classique, si je puis Ouais. dire, pour se retrouver sur des machines comme le Widowper, par Ouais, exemple, tout où à ça fait. pourrait être adapté Ça sur pourrait ces être très bien machines. adapté. Voilà, on veut pas Vous êtes en train remplacer. d'ouvrir des voies Voilà. intéressantes, Alors là. nous, le but du jeu, c'est pas de commercialiser. Non, on est mais juste bon. des développeurs. On aime bien Ouais, développer, s'amuser, bricoler. On teste. Personne n'y croyait à notre projet. On l'a fait tourner. On l'a fait tourner en championnat de France. On l'a bientôt au championnat du monde. Et voilà, c'est montrer qu'il y a des choses qui sont possibles. Je complète le CV de Thomas, donc ingénieur aussi. Hein, Ouais, non, je voilà. suis pas Hervé nous demande le moteur du microbe, microbé. Qu'est-ce que c'est? Cylindrée puissance. Alors là, actuellement, sur le micro B, du coup, c'est un demi-Rotax qu'on appelle le 456. Donc, il fait 40 chevaux pour 42 kilos. Et donc, c'est un cylindré, ça fait à peu près 620 cm3 en 4 temps. Et ça permet, j'avais quelques infos sur cette machine, d'atteindre une vitesse d'environ 125 km/h. Ouais, c'est ça. Conso 9 litres à l'heure, c'est Alors ça? c'est sur l'ancien moteur. C'est sur de l'ancien temps, moteur, ça. Qui Ah ouais. était déjà très épuré de temps qu'on avait à Mhm. l'époque. Et là, maintenant, on est descendu à 3,5 litres à l'heure. Et en championnat de France cette année, j'ai réussi à tenir avec 7 litres d'essence. Et j'ai réussi à tenir 2h30 de vol. Voilà. Pour dire qu'on peut très bien consommer maintenant très peu. Et justement, essayer d'optimiser les moteurs pour consommer le moins, je pense qu'il y a un avenir là-dessus. On se fait un petit rappel vulgarisation là. Un moteur, un cylindre, comment ça marche? Oula, moi je suis pas du tout ingénieur là, tu me poses des cols. Non, mais moi, ce que j'ai pas compris en fait, c'est Entre comment deux passer temps. de 4 cylindres. Donc, Ah. le fait de retirer 2 cylindres, Ah, c'est. alors ça c'est un secret de fabrication. J'ai C'est un pas seul- trop- Ah, bah d'accord. voilà, j'ai pas trop Très bien, d'en très parler. bien, très bien. Non, non, mais alors là, Mais on va- c'est un 4 temps classique, hein, moderne, très moderne, il n'y a pas de D'accord. différence. Ouais. Ok, ok. C'est super intéressant. Airpaul 04 nous dit enfin un moteur qui consomme moins que moi. Qu'est-ce que tu consommes, Airpaul 04? Franck May nous dit donc qu'ils ont transformé un moteur de GS en moteur de 2 chevaux. On peut dire ça comme ça. Ah, c'est un peu ça, ouais. Ah, les bonnes vieilles GS et les bonnes vieilles 2 chevaux et les bonnes vieilles tondeuses. On a d'autres remarques sur le chat? Non, on va continuer. Toujours dans la construction. Alors, on reste toujours un peu dans la construction amateur, le salon de l'ULM. Tu t'es fait remarquer cette année, Thomas, par une machine magnifique, légendaire, le Stamp SV4. Construit en réplique échelle 1, Ouais. donc en version ULM. Tout à Donc fait. il est équipé d'un Rotax aussi. Hein, Qui est équipé d'un Rotax 100 100 chevaux, ouais. 100 chevaux. 100 chevaux, ouais. Voilà. Alors parle-nous un petit peu de. Alors ce que je vous propose, c'est voilà, on va regarder la petite vidéo. Ah oui, c'est pas moi qui l'ai là, c'est Martin. Donc 2 ans de travail. Alors tu peux la remettre au début, Martin, s'il te plaît? Ça serait peut-être mieux parce que là tu nous mets la fin. L'atterrissage et tout. Alors regardez comme elle est belle cette machine. Voilà. Donc ça c'était au Mulm en septembre. Donc le roulage et un petit vol matinal. Je sais pas qui c'est devant là avec ses grosses lunettes là. C'est pas toi, Jérôme? Alors vas-y, Alors, raconte-nous un peu cette machine. Cette machine, elle est un peu mythique déjà de base. Avec mon ami Dédé, on adore fabriquer des machines et on voulait fabriquer un biplan. C'est notre rêve depuis tout le temps. Et en fait, on a eu l'occasion qu'il y avait un kit qui était en cours de fabrication parce que c'est une machine qui était vendue sous kit à la base. Chez Ultralair qui s'appelait Raoul Severin, le concepteur de cette machine. Et on a eu l'occasion qu'il y avait un kit, d'ailleurs, acheté sur le Bon Coin. Voilà. On n'y a pas cru, on y a été voir. Et puis finalement, on a acheté le kit qui était à moitié construit, à moitié défait. Et nous, le but du jeu, c'est que ça vole très rapidement. Et ça tombait bien, il y avait le Covid. Donc on a travaillé Comme quoi le Covid, hein. Voilà, ça a rendu des choses, on a fabriqué des belles machines. Et donc cette machine, on l'a fabriquée en 2 ans avec mon ami Dédé. Voilà. Et maintenant, elle vole pas trop mal, elle vole plutôt bien. Alors tu sais que quand on a fait un peu le teaser de l'émission, Ouais, on a mis une photo avec le Stamp. ouais. Et On des a- personnes ont réagi, ont dit ouais, vous C'est- annoncez une émission d'ULM alors que vous mettez un Stamp. Eh ben oui, le Stamp et ULM existent. ULM, ouais, avec ses Hein 315 kilos à vide, il est ULM. Le SV4 RS, Ouais, RS, et c'est le numéro 4. c'est le numéro 4. Ouais. Il est sous construction suivi par le constructeur, il est en numéro de série en fait. D'accord. Ouais. Et ils sont où les autres? Alors les autres, je sais pas, ils sont Ouais. une cinquantaine en France, je crois, et même en Belgique et un petit peu partout en construction, et ils sont un peu partout en Europe. C'est vraiment le but de l'ULM, hein, c'est l'ultralight, 315 kilos, et puis on va s'envoyer en l'air avec ça, quoi.
Ah bah oui, alors là, je confirme, tu m'as fait le cadeau de faire un petit vol matinal à Blois. Et c'est vrai que c'est extraordinaire. T'as eu la chance parce qu'il y a eu pas mal de demandes, hein, mais j'ai pas pu Ouais. prendre tout le monde. Hein. J'ai vu qu'une certaine Élodie Bruno Ah. a fait un petit vol avec toi Ah bon, aussi. ouais. Ouais, on l'a vu, on l'a vu. On la salue, Élodie. Hein, elle vient de temps en temps dans l'émission. Elle était au MUN d'ailleurs pour faire la promotion du LM, Ouais. donc c'est super, c'est très chouette. Et donc on peut laisser la vidéo parce que là on va voir d'autres vues prises du sol avec beaucoup de fumigène derrière parce que tu fais des démos en vol aussi. Ouais, et bah c'était un peu le but de la machine, c'était de faire des baptêmes de l'air à Annecy, mais c'était aussi faire des meetings, de découvrir d'autres choses. Regardez ça comme c'est beau. Voilà, et là on commence à faire 2-3. Alors c'est pas de l'acrobatie, on n'a pas le droit. Enfin, Oui, l'ULM on aurait le droit. En ULM, Ouais. si le constructeur l'autorise, mais cette machine n'est pas autorisée à faire l'acrobatie. mais elle pourrait faire un looping là quand même. Elle pourrait très bien, elle est Ouais. éprouvée à plus 6, moins 4G, donc Ah ouais. elle pourrait très bien largement, et sans déformation de la cellule, donc c'est un biplan, hein, c'est très très costaud, mais c'est pas le but du jeu, c'est montrer un peu le domaine de vol de la machine, et en plus on a rajouté un peu de fumigène pour montrer un peu plus ses figures, et du coup c'est plus joli à voir vu du sol. Alors le fumigène là, comment ça marche sur ces machines? C'est comme la patrouille de France? C'est la même chose? Alors c'est de la paraffine. La paraffine? La paraffine, on a essayé tout, hein. Désolé pour les écolos, on a essayé avec de l'huile de vidange, on a tout essayé. Et en fait, c'est la paraffine qui marche super bien. On la préchauffe un petit peu sur le pot d'échappement. Et après, on l'injecte juste. Donc au sol, enfin au roulage, non? Non, en fait, c'est un bidon d'huile de paraffine Ouais. qui va être avec une petite pompe qui injecte au niveau du pot, qui est préchauffée. Et quand elle est assez chaude, alors ça pousse très fort, hein, ça pousse à 2 bars environ à l'intérieur du pot. Et quand c'est préchauffé, bah, c'est injecté tout de suite à la sortie d'échappement, mais côté collecteur d'échappement, au niveau des soupapes d'échappement, excuse-moi. Et à ce moment-là, et bah, vu qu'il n'y a pas très peu d'oxygène, en fait, il n'y a que de la chaleur, et bah, ça brûle pas, ça fait la fumée. D'accord. Et c'est ça Une qui belle crache, fumée, hein. et qui crache au niveau du pot. Ouais. Alors c'est entièrement biodégradable, hein, il n'y a rien du tout de Oui, on dangereux. précise. Voilà, ça crache beaucoup, mais c'est biodégradable, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais alors, ça t'est venu, enfin l'idée de faire, c'est la première fois que tu fais des meetings comme ça? Alors, Une telle présentation avec du fumigène? alors ouais, c'était à Blois, c'était la première démo. La machine n'avait pas beaucoup d'heures. Elle avait, je crois bien, quand je suis venu à Blois, elle avait 40 heures de vol. Parce qu'elle a fait ses premiers vols d'essai au mois d'avril. Donc c'est tout récent, hein, la machine. Et en fait, on a monté une nouvelle patrouille avec un copain. On a monté une patrouille, les Silver Wings. Et qu'on fait maintenant des belles démonstrations meeting, dont à Grenoble pour la Coupe Picard et ici. Ah oui. Voilà. Alors j'ai pas pu y aller, mais j'ai vu des vidéos là, C'est c'était vrai. chouette. Hein. Ouais, c'était vraiment Puis beau. quel cas de la Coupe Picard pour faire des démos. La patrouille de France était venue il y a quelques années. Ouais, quelques années. C'est impressionnant parce que comme on est en hauteur, on est quasiment au même niveau. À la hauteur des avions, on les voit c'est- arriver plus bas que nous et faire l'éclatement. Ouais. Ah ouais, t'as dû prendre ton pied là. Ah là, c'est sympa. Moi, j'étais directeur des vols à l'époque. J'ai fait des meetings aériens aussi dans mon CV. Et c'est vrai que le passé de. Ouais. Directeur des vols, je rajoute pour le CV de Thomas. Et c'est vrai que le passé de l'autre côté, directeur des vols, c'est joli. On organise un très beau meeting avec un copain qui s'appelait Michel. On a organisé des très beaux meetings à Annecy, à Aérolac. Mais en fait, voilà, passer du côté public et montrer ce qu'on sait faire, c'est vrai que c'est assez beau, quoi. On a plein de questions sur le chat. Alors 0K nous dit génial le SV4, j'ai eu la chance de faire un petit vol dessus, magnifique comme sensation. Est-ce que alors c'était une version ULM 0K ou voilà. 2 en Belgique à Basie Thai. Ah bah, ils sont basés là-bas, l'usine, donc je pense qu'il en aura Voilà. pas mal de stamps là-bas. Fox Championnat nous dit que suivre la construction du stamp était un régal, j'imagine. Hervé nous dit on retrouvera le SV4 donc de Blois, on trouvera un article dans le prochain ULM Info. C'est vrai. Il sort quand cette ULM Info, monsieur Cassabois d'ailleurs? Et alors, une question très intéressante de M. Chauve-souris, c'est comme ça qu'on fait les chemtrails? Ouais, c'est un peu ça pour ceux qui croient à ces Bon. histoires-là, mais bon. D'apparence. Voilà, d'apparence. D'apparence, parce que évidemment la condensation, traînée des mais- avions c'est complètement différent. C'est plus une question de, il fait moins 50, moins 60 C'est ça, là-haut. la condensation. Donc la condensation crée des traînées. Après voilà, je suis pas un expert en la matière. Ces traînées, on dit qu'elles contiennent un petit peu aussi de suie, de résidus Ouais. de combustion, et que ça peut contribuer aussi aux émissions de gaz, au réchauffement. Sujet très intéressant, on en reparlera certainement dans nos articles et émissions. Donc c'est pas du chemtrail là, Ah non, c'est pas du c'est de chemtrail, la non. paraffine. Paraffine biodégradable et qu'on utilise même dans la pharmacie. Alors pour vous dire que Voilà. c'est. En tout cas, voilà le résultat, on le voit à l'image. Mais justement, qui dit ULM dit poids, Ouais. gestion de la masse. Ouais. Là, la quantité d'huile, le réservoir pour la paraffine, pardon.
Ouais, pour la paraffine, bah ça T'as tombe dû faire bien. des calculs précis ou pas? Alors pas du tout, c'est Non. des essais. C'était Ouais. justement à Blanc, on a fait les premiers essais. Donc nous, on est comme ça, on essaye et puis on verra bien au moment venu. Mais là, pour en fait, l'avantage, c'est qu'en démonstration aérienne, on n'a pas le droit d'être à deux. On est toujours forcément d'être tout seul à bord. Il n'y a que le pilote qui est là. Donc du coup, bah, on remplace le poids d'un pilote par de la paraffine, par un gros bidon de paraffine. D'accord. Ah oui. Voilà. Et ce qui me permet en fait de remplacer soit un passager, soit de la paraffine à la place. Ouais, donc c'est quand même, c'est pas de l'impro quand même. Non, c'est pas Vous l'impro, faites il y a des des- essais, tout ouais, ça, il y a mais deux, c'est quand trois même essais, bien. Il y a une bonne maîtrise derrière. Et l'autonomie du fumigène là? Alors, ça consomme quand même pas mal. Ça Ouais. consomme environ, là, je consomme 20 litres de paraffine. 20 litres de paraffine pour seulement que, allez, 5-6 minutes de démonstration. D'accord. Donc ça consomme pas mal. C'est pour ça que ça fait du coup une belle fumée aussi derrière la machine. Regardez, quand on retourne sur la page de Thomas, je sais pas si Thomas, pardon Martin, tu peux nous la mettre à l'image. J'ai une photo. Alors là, c'est Thomas, voilà, sur le podium, c'était en 2020. Hein, Ça remonte. Hein. ça remonte. Hein. J'étais encore Bravo jeune à Thomas, l'époque. le champion. Bravo Thomas, le champion. Bon, je ne veux pas dire tous les commentaires. Mais ce que je voulais vous montrer sur la page de Thomas, on rentre un petit peu. Alors attends, on va pas tout montrer. Non, parce que c'est juste là dans les Ouais, il y a des publications. profils là. Voilà, c'est ça. Voilà, regardez comme c'est beau. Ils ont fait le cœur. Alors ouais, et on a été primé pour le cœur parce que même, C'est magnifique. même le EVA, les avions de voltige, ils étaient un petit peu jaloux de notre cœur. Voilà. Un beau Donc là, cœur avec qu'on fait. la patrouille, avec le Kibritz. Hein. Avec le Kibitz, ouais. Voilà. Avec le Kibitz qui est basé à Tours du Pin et on fait. Maintenant, on est une patrouille, ouais. On fait des belles démonstrations. Et il faudrait que j'arrive à il est sur ta page, le Kibritz aussi en photo, le biplan oui, là. oui, tu l'as Ah bah parce tiens, que- vous êtes tous les deux là. Voilà. Voilà, regardez ça comme c'est beau. Voilà, ça c'est tout récent. Et ben ça, c'était à Issoire, au meeting. À d'Issoire, Issoire. Ouais, début octobre. Voilà. Donc là, tu as enchaîné les meetings entre le Mulm, la Coupe Picard, Issoire. C'est ça, et c'est pas fini parce que l'année prochaine, on va essayer d'en faire deux par mois. Et le Kibritz là à côté, il est en construction amateur aussi. Alors, C'est une réplique. alors, c'est pas une réplique, c'est une non. machine qui est venue un petit peu d'une origine d'une construction en fait d'un constructeur, mais qui est pas si vieux que ça. Hein. D'accord. Et je crois bien que cette machine était fabriquée à côté de Chartres, bah, là-bas où j'étais basé. Ouais. Il y a deux constructeurs, Aeros Kit Service, si je dis pas de bêtises, qui ont construit les machines là-bas. C'est pareil, c'est sur kit et sur plan. Sur qui est sur plan. Et alors justement, comment vous êtes préparé à faire ces démos déjà le cœur. Alors c'était totalement purement au hasard. Si tu regardes des photos un petit peu faut le retrouver de Grenoble, en fait c'était pas du tout un cœur qu'on voulait faire à la base à Grenoble. On a fait Ah notre- oui, alors Grenoble, oui. Alors là, ça c'est le cœur au point. Alors ça c'est au cœur au point. Abouti. Voilà, parce qu'au début, en fait, on n'a pas pensé à Grenoble, on a fait des figures, on a fait un enchaînement de figures, et comme on a mis la paraffine qui reste un petit peu longtemps en l'air, bah ça faisait pas du tout un cœur, ça faisait une autre forme. Voilà. Alors on va descendre à la Coupe Picard, là, Je on va sais y pas arriver si là. tu as là où- Alors c'est en septembre. Là. Regardez Ça, ces c'était à clichés. Blois, ça. Ouais. Ah bah ça c'est un coup Picard ça. Ça c'est à la Coupe Picard. Ah bah oui, avec Beldon derrière, Ouais, c'est juste en magnifique. Bon voilà. Là vraiment on peut vachement bien apprécier. Ah Je vais ouais. la mettre vraiment en grand comme ça là. Et en plus c'est le domaine de vol de l'ULM, hein, tourner sur place et tout, ça c'est vraiment le domaine de vol de l'ULM. Mais je sais pas si on va retrouver la Superbe. photo, mais voilà. Ouais, ça faisait pas trop un dessin un peu d'un sexe masculin, on va dire ça comme ça. On n'a pas fait attention. Et On on a- s'est dit, bah, au lieu de faire ça, on va arrêter la figure, puis on va finir pour faire un cœur. Et ça a marché du tonnerre. Regardez ces belles photos là. Ça c'est vers Annecy j'imagine Et là. ça, c'est sur le lac du Bourget. Ah, c'est le Bourget, là. C'est un copain, Adam Shaw, qui était en vol. Qui adore Ah mais oui, faire on un- voit la piste à droite. Voilà, au bout de Chambéry, avec ses bains là-bas. Regardez comme c'est beau. Oh là là. Et là t'es avec qui là? C'est qui Avec Adam Shaw. Adam Shaw. Ouais. D'accord. Magnifique. Ah, ça donne envie d'y aller. Hein. Il n'y a plus qu'à. Regardez le cheminement là. C'est l'Isère là. C'est le Versoux, ouais, avec l'aérodrome du Versoux. qui Et est le sur la gauche. Versou, oh là 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 là. On est Là en on est derrière. sur tu sais que mon baptême de. On s'en fout, hein. Mais mon tout premier vol en avion, c'était au Au Versou. Versoux. Ben voilà, ça rappelle des bons souvenirs. C'était, je sais plus sur quelle machine, mais ouais, je crois que j'avais 3 ans. Eh oui. C'était il y a quelques années. Voilà, bon, on a un petit. Ah oui, voilà, regardez. Ah, ça, c'est une photo d'Erwan. Erwan, on le salue. Photographe officiel du Mulm. Il fait des super belles photos, Erwan, qui est pilote instructeur aussi. Il vole à Meaux, chez Véliplan. On les salue aussi, nos amis de Véliplan. C'est là où j'ai passé mon brevet. Alors, elle est belle cette photo aussi. Hein. Là, on voit tout, là. On voit tout. Le pilote, la machine, le fumigène. On pourrait faire un petit quart d'heure d'émission comme ça, regarder des photos, hein, ça Ouais. passe. Voilà. Bon, moi je vous invite à devenir ami avec Thomas. Hein.
Demandez-le en ami sur sa page Facebook et comme ça vous pourrez... Regardez encore ça, c'est... Ah, ça, Alors là, c'était attends, à- mais tu volais avec... Non, c'est pas moi, ça. Ah non, c'est pas toi là, c'était non, c'est Air Legend ça. Ah ouais, Air Legend, ouais. Oui, oui, c'est des photos de... D'accord, là c'est toi. Ouais, là, c'est Voilà, moi, c'est là on l'a voilà, vu. ça. Ouais, bon, voilà. Pardon Thomas, Non, mais- on rentre un petit peu dans ton intimité, mais il y a plein de photos. Ça c'est toi là, non? Ouais, ça c'était la démo à Blois, celle-là. Ça c'est Blois, Ouais. voilà. Regardez ces belles photos. Ah oui, c'est plus à l'écran, pardon, non, continuez. Merci Martin qui me dit dans l'oreille. J'ai qu'une oreille qui marche aujourd'hui, mais Martin me dit que les photos n'étaient plus à l'écran. Merci Hervé de nous avoir prévenu que ULM Info était presque en impression. Ça veut dire qu'il va bientôt être dans nos boîtes aux lettres. On est super contents. Fox Championnat, merci de nous faire rêver. Thomas, c'est vrai que tu nous fais rêver. Ah, On c'est va un le petit jeu. peu vite là, mais... C'est le but du jeu, on est là pour faire rêver, et puis allez-y, volez, et puis on est là pour ça. Bah ouais. Qu'est-ce que tu as envie de dire un peu à celles et ceux qui veulent faire de l'ULM? Il n'y a plus qu'à se lancer, il y a des clubs à tout va, à tous les 10-15 km, il y a un club du LM. Allez voir un instructeur, il va vous emmener en vol, et puis là, vous allez prendre le goût, et puis vous n'allez jamais pouvoir arrêter, quoi. Malheureusement, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est vrai. C'est vrai. C'est une bonne drogue. Pour une parler de drogue, c'est une bonne drogue. Une fois qu'on a mis le pied dedans, bah c'est difficile, c'est difficile d'arrêter. On a déjà abordé pas mal de choses ensemble, hein. Alors, ah oui, j'ai une annonce à faire. Je leur dirai à la fin de... Je les referai en fin d'émission. Le 24 octobre, notre invité de Jumpseat, donc mardi prochain, ici même, dans ce studio, proche de Lyon, nous aurons l'honneur, le plaisir d'accueillir Joris Pagnier. C'est l'animateur de Cap sur l'avenir. C'est une émission qui est réalisée par l'Aéroclub de France, qui est aussi sur Twitch et qu'on retransmet, je crois, en partenariat sur notre chaîne Jumpseat. Et donc, le 24 octobre, eh ben, préparez vos questions si vous avez envie d'échanger avec Joris Pagnier. On verra comment l'Aéroclub de France s'y prend justement pour reconquérir les plus jeunes. Voilà, parce que l'aviation... alors, Joris est aussi l'un des co-animateurs de l'émission Ground Frequency, réalisée par l'Aéroclub de France, que vous pouvez suivre tous les premiers jeudis de chaque mois à vos agendas sur Jumpseat. D'accord. Alors évidemment, c'est un peu compliqué. Il y a le Jumpseat le mardi midi, il y a vol de nuit le dimanche aussi, je ne sais plus quel autre jour, pardonnez-moi Jeff et Antoine. Il y a des émissions partenaires. On va avoir plein de choses à vous annoncer dans les prochaines semaines, je crois, sur notre grille. Voilà, on envoie aussi un petit message, je me permets de le dire, allez, je le dis, aux partenaires qui veulent nous soutenir. Hein. Voilà, nous sommes une émission indépendante et on essaye de parler d'aéro à tous. Et de promouvoir, c'est super. Promouvoir. Voilà. Alors justement, l'Aéroclub de France, on a pointé le doigt dessus, là, s'y prend pour reconquérir les plus jeunes. Alors, tu es encore jeune, toi, Thomas. Mais qu'est-ce que tu en penses, toi aussi de... Là, on prend un petit peu plus de hauteur sur le sujet de l'aviation. Elle est quand même décriée aussi, l'aviation, aujourd'hui. Ah, Hein. complètement décriée. Comment tu vis les aujourd'hui. choses, toi? C'est un petit peu complexe. Moi, j'en ai profité et j'en profite encore des belles années, mais c'est vrai que c'est quand même décrié. L'aéronautique, ça pollue, ça fait du bruit, c'est compliqué sur les aéroports, sur les aérodromes. Après, le rêve de voler, c'est le rêve d'Icare, et à un moment, tout homme a envie de le faire, il n'y a aucun souci, quoi. Faut y aller, faut pas se priver. On va trouver des nouvelles technologies pour consommer moins, pour polluer moins, pour faire moins de bruit. L'aéronautique a toujours été un pied complètement en avant sur son temps, et a toujours fait au maximum pour améliorer ça, donc on trouvera des solutions, il n'y a aucun souci. Après, c'est vrai que les jeunes, ils sont motivés peut-être par d'autres choses en ce moment. Il n'y a pas que l'aéronautique, ils sont passionnés peut-être par leur téléphone ou autre chose. C'est un autre monde, mais voilà. Oui, Mathieu, c'est des grands mots, mais voilà. Et c'est vrai que même nous, dans notre club, pour être franc, on a 90% des gens qui ont plus de 45 ans, et malheureusement, on n'a qu'une personne qui a moins de 30 ans, quoi. C'est comme ça. Voilà. Ah oui, quand même. Ouais. Donc faut être conscient de ça, on essaye, on fait des actions, il y a le BIA, on met plein mal de choses en place pour les jeunes. Brevet d'initiation aéronautique. Mais voilà, il y a un moment, il faut que ça vienne d'eux, et s'ils sont là, on va les accueillir grands bras ouverts, et voilà, faut les accueillir gentiment. Mais il y a un certain paradoxe quand même, parce que l'aviation fait rêver quand même les jeunes. Ouais, ça fait rêver. On parlait tout à l'heure dans les actus, les meetings aériens à guichet fermé en 2023, il y a quand même beaucoup de jeunes qui viennent admirer. Alors évidemment, il y a des têtes d'affiche, hein, le Rafale, la Patrouille de France, ça fait rêver. Mais quand on voit les pilotes de la Patrouille de France faire des dédicaces, c'est souvent des gamins qui sont là. Et ça marche, et tant mieux, heureusement, c'est ça qui va faire nos futurs remplacements, et c'est ça qui est beau, quoi. Est-ce que des jeunes viennent te voir, toi, quand tu fais une démo stamp comme ça, on vient parler après? Ouais, tout à fait, c'est assez impressionnant, et surtout quand ils voient un petit jeune entre guillemets sortir de la machine, et là on a une discussion du coup qui est plus simple, quoi, finalement accessible, et on arrive à discuter avec eux vraiment ouvertement, quoi. C'est ça qui est super cool, quoi. Qu'est-ce qu'ils te posent comme question?
ah bah comment j'ai commencé, pourquoi je veux voler, pourquoi je fais ça et tout. Et puis bah, après, je commence à raconter un peu ma vie. Bon, ça dure un peu des fois longtemps, mais voilà, et on échange. Et toi, pourquoi tu veux pas voler tout ça? Va t'inscrire dans un aéroclub ou dans un terrain du LM. Et puis c'est parti, quoi. Il n'y a rien qui t'empêche. Surtout en plus, quand on est jeune, on a des aides financières pour passer le brevet. Moi, j'ai passé mon brevet du LM à l'époque, ça m'a coûté 400 euros, avec toutes les aides autour de nous. Donc voilà, tout est accessible. Si on a envie, faut y aller. C'est accessible. Alors effectivement, tu parles d'aide. On peut rappeler que la FFLUM La fédération du LM, accompagne, la elle Fédération finance. française du LM Tout à accompagne fait. les jeunes. Ouais, tout à fait. Il y a des premières licences gratuites, je crois, pour les Ouais, toutes premières licences, c'est quand ça, on des, sous des, dessous des 25 bourses ans. financières pour financer les premières heures Des de vol. bourses pour financer des heures de vol. Il y a même comment ils appellent ça, mince, j'ai oublié le nom, des carnets de vol, là, des tickets Oui, des que bons de ouais, vol, non des bons de vol, ouais, pour les jeunes et tout ça. Donc voilà, il y a Pour des vols d'initiation, je d'initiation, crois. ouais, Voilà, c'est ouais. ça. Non, il y a quand même plein de choses. Le théorique aussi est plus accessible dans le côté pratique. Hein. Tout à fait. Bah, nous, on le fait passer dans notre club. Ouais, Voilà, vous êtes un club agréé, voilà. vous, Ouais, tout à vous fait. recevez Tout à fait. des... Les gens, ils viennent comme ça, ils viennent découvrir. Voilà. Et... Donc voilà, c'est accessible. Alors évidemment, il n'y a pas que l'ULM, mais y a pas que l'ULM. c'est une super porte d'entrée quand même pour voler. Ouais. Comme nous le disent aussi Alexandre et Marie Mathéos. Alors là, c'est le Ah, là, paramoteur. c'est- Mais voilà, c'est une super porte d'entrée au vol, quoi, Tout à fait. à la liberté au vol. Et on le disait tout à l'heure, on peut faire du 3 axes, du pendulaire, du paramoteur, on de a tellement l'hélico, de du ballon. classes variées qu'on peut se faire plaisir avec n'importe quoi. Et c'est vraiment ça qui est vraiment chouette, quoi. Donc pour susciter les vocations, vive l'ULM quand Vive même. l'ULM, Hein. ouais, voilà. Bon, l'avion C'est parti. aussi, hein, nos amis. Inscrivez-vous, allez. C'est une grande famille et c'est une unique famille, l'aéronautique. C'est ça. On a Full Glider qui nous demandait est-ce que les baptêmes de l'air débouchent parfois sur des brevets? Eh oui. Alors, nous à Annecy, c'est particulier, c'est une zone touristique. Donc, on travaille beaucoup en région touristique. Ouais. Je pense dans des clubs un peu plus isolés, plus on va dire entre guillemets en campagne. Je vais dire ça, il y en a qui vont m'en vouloir, mais nous, on travaille vraiment beaucoup avec des baptêmes en touristique. Donc, ça marche un peu moins bien. On va dire que sur les 300-400 baptêmes que je fais par an, j'ai peut-être un débouché. Voilà. Mais sinon, non, c'est vraiment des gens qui Comment tu viennent. l'expliques ça? C'est pas énorme quand même en ratio. C'est pas énorme, non, parce que nous on travaille beaucoup avec des centrales de réservation, donc c'est Ah des oui. gens, c'est des bons cadeaux pour Noël. Voilà, pour des l'anniversaire, coffrets, voilà, des coffrets. ouais, Donc comme c'est des pour sauts ça que parachutes. voilà, Ouais. ça marche bien. Mais Après- ça peut quand même déclencher une envie de. Alors c'est plutôt les gens qui viennent ici totalement par hasard, tiens, je vais faire un baptême, et à ce moment-là on arrive à les accrocher, et puis dire, bah tiens, prenez commande, ah ouais, cool, c'est super, et puis bah voilà, on les accroche comme ça en fait. C'est plutôt vraiment des locaux qu'on arrive à accrocher. D'accord. Puis après c'est parti quoi. Comme Et on après disait c'est tout à parti, l'heure, ils quand ont on commence. après, Alors on parlait d'accessibilité aussi tout à l'heure, on voyait sur le Bon Coin qu'on peut s'acheter un woodhopper à moins de 2000 euros. Il y a aussi la technologie incroyable aussi de l'ULM. ah c'est ça qui est beau dans les... J'imagine que tu n'y es pas indifférent, même si toi tu es plus dans la construction amateur. Moi je vole souvent vous sur un VL3, donc voilà, Voilà. j'ai toutes les cartes T'aimes en bien main, aussi voilà, ces bien sûr. machines. Ouais, c'est ça qui est excellent en ULM, c'est qu'on va passer du tube étoile classique qui avance à 80 km/h à une machine qui va croiser à 300 km/h, toujours avec une masse finalement très faible de 300 kg, avec des technologies tellement modernes, on a même des GPS, des pilotes automatiques, bon, c'est Ouais. un peu l'extrême de l'ULM. Voir des trains rentrants Ouais, aussi. le Hein. train rentrant et tout ça, mais c'est ce qui est beau dans l'ULM et c'est ce qui permet aussi d'évoluer un peu les avions. Ouais. Faut pas se cacher, on teste tout dans l'ULM et puis après on met ça dans l'aviation certifiée, quoi. Alors je dis ça parce qu'on a un poste de Franck May, ça fait quand même son petit effet quand tu expliques qu'un Angoulême-Sarlat, alors je sais pas la distance, hein, il le met après, non, en MCR4, donc c'est quand même déjà de la machine 3 axes, Belle machine, l'ULM. très performante, tu consommes la même quantité d'essence qu'une Clio en bourrant à 200 à l'heure, à 160, on consommerait moins que la voiture. Voilà. Oui, performance, efficacité, accessible. Bon, après, ces machines coûtent un peu plus cher quand même, mais c'est vrai que c'est incroyable. C'est vraiment l'avantage de l'ULM, c'est tellement diversifié qu'on peut se faire plaisir avec n'importe quoi. Air Polo nous dit merci pour vos émissions, elles sont top. Quand vous voulez, vous venez en faire une à la Réunion. Ah, bah alors là, je signe tout de suite. On dirait en stamp là-bas. La prod, si vous nous regardez, ils sont pas loin, la prod. Les partenaires aussi. On voudrait faire connaître, parler d'aéronautique un peu partout dans le monde. On cherche des financements. Bon, on espère être en Allemagne l'année prochaine et puis bien sûr encore au Bourget après. Ulfred, j'en étais sûr. Je suis volontaire. J'attendais qu'il réagisse. Jumpseat, j'arrive. Oui, il paraît que vous faites un peu de rhum par chez vous. N'en mettez pas dans les réservoirs du rhum quand même. Hein. Parce que j'ai cru comprendre tout à l'heure là, sur la consommation qu'il y avait un pilote amalgame. Franck May nous dit c'est même pas l'ULM, le MCR4, c'est un avion en kit. Ah,
C'est la version Euh, ULM, MCR 01. Ah oui, des dérivés du MCR01, oui, oui. Si on est honnête, il y a une filiation. Bah oui, le MCR quand même, ouais. 0K nous a dit aussi 400 € le brevet pour les jeunes, vous avez de la chance en France. Alors c'est pas tout à fait ça, hein. Alors- Non, c'est une aide 400 €. Voilà, c'est net. Oui, c'est pas le brevet complet quand Non, même. en Hein. brevet, ça coûte aller à 1200, 1400 euros, quoi. Avec en déduisant les brevets, enfin les aides du BIA, de la fédération du LM, et même des fois des départements, même des régions qui financent aussi, Ouais, dans les écoles et tout. Donc ça réduit pas mal le coût du brevet. ouais, donc c'est accessible. C'est accessible, c'est moins cher qu'un permis voiture. Moi, j'ai passé mon brevet d'avion avant même le permis voiture. Ouais. Ah oui, ben voilà. Tout est dit. Tout est dit. La conduite accompagnée, le vol accompagné. C'est ça. J'avais une autre question, Thomas, toujours par rapport à toi, ce que tu as fait. Tu as fait un IUT, redis-nous, parce qu'on s'adresse aussi beaucoup aux jeunes, j'espère qu'ils sont là, hein, ou en replay, les étudiants qui veulent faire des écoles, pas nécessairement pour devenir pilote, parce que l'aéronautique, c'est aussi Il y a de la tout. technique, les compagnons, être ingénieur. Toi, justement, tu as fait un IUT. Ouais. Redis-nous exactement, est-ce que tu pensais à l'aéronautique déjà là en faisant ces études-là? Alors, en fait, moi j'ai fait un IUT en génie électrique informatique industriel, donc on appelait ça le G2I, je crois que ça existe à peu près encore aujourd'hui, donc qui n'a rien à voir avec l'aéronautique. Et puis moi je voulais me passionner pour l'électronique, mais plutôt dans l'automatisme des chaînes industrielles, donc rien à voir avec l'aviation. Et c'est vraiment totalement par hasard que je suis à nouveau rentré dans ce domaine. Mais comme tu disais, en aéronautique, il y a les pilotes, certes, mais aussi tous les mécaniciens qui sont au sol, les ingénieurs. Et en France, on a une diversité de métiers qui sont liés à l'aéronautique qui sont impressionnantes. Tu te verrais peut-être un jour travailler dans un métier plus spécifique en aéronautique ou là ça te Ah, suffit, j'imagine, tout moi, ce ça que me tu fais, suffit hein. avec tout ce que j'ai à faire à droite à gauche. Je suis T'as encore complet toute pour, la vie devant voilà. toi. Voilà, c'est ça. Je suis encore jeune et tout, donc non, j'ai encore pas mal de projets à droite à gauche. Mais non, moi, je vais rester dans mon milieu, ça me va très très bien. Ouais. Tu vas refaire le village rétro l'année prochaine. On va le refaire. Tu avec travailles les déjà petits- dessus peut-être, j'imagine. Alors, T'as pas déjà des encore idées? parce que Non, je suis encore débordé un peu de boulot à droite à gauche, mais courant janvier, on va rattaquer le projet pour faire encore un truc plus beau et plus sympa. Et il y a aussi Georges aussi qui est derrière, qui me soutient aussi pour le mondial et tout ça, qui fait des sacrés projets par rapport au mondial. Georges Jumeau. Georges Bah, Humeau, bien ouais, sûr, tout on à le fait. salue, Georges. C'est le président du club ULM de Chamblay. Ouais. Hein, bah, peut-être qu'il nous regarde, Georges. Fais-nous signe si t'es par là. Georges Jumeau, donc c'est un de l'équipe qui organise le mondial de l'ULM. Ouais. Absolument, absolument. Et Hervé nous dit, Thomas, les prochains championnats de France ULM sont-ils prévus? Très bonne question, Hervé. Quel est l'agenda là, des compétitions? Alors, je ne l'ai pas en tête, mais Ouais, je crois est-ce que que- c'est au mois de mai les prochains Ouais. championnats de France qui va permettre de valider en fait l'équipe de France pour faire les championnats du monde. Journée et date, c'est de fin juillet en Angleterre. T'as deux, trois anecdotes un peu. Tu nous as parlé de frayeurs tout à l'heure. Alors, sans faire peur, bah, voilà, c'est. Même en voiture, on a des frayeurs, même en marchant, hein, même en vélo. Hein. Mais ça t'est arrivé déjà? Bon, t'es pas obligé de nous dire, mais. Non, si, une frayeur de jeunesse de débutant. J'étais en Widowper, j'étais en Tour ULM. On était en pleine compétition. En compétition, c'est vrai qu'on est très pris dans notre compétition. On pense peut-être pas à tout ce qui va bien avec l'aérologie. Et on a décollé de Saint-Rambert d'Albon. On a nagé oui. à Carpentras. Et la compétition nous faisait emmener dans le Vercors tout doucement. Et puis, je commence à être habitué un petit peu à la masse d'air et tout ça, aux aérologies un peu particulières de montagne. Je teste la masse d'air, tout va bien, super bien. Je continue à faire mon épreuve de compétition. Et puis là, d'un coup, je passe un col. Et là, c'était la machine à laver. Avec une machine de 50 chevaux, on a perdu. Le col, il devait être à 1200 mètres. J'ai perdu 1200 mètres en moins de 30-40 secondes. Donc, assez impressionnant. C'est vrai que c'est. Mais un manque de puissance. Il faisait très chaud, non? Non, à cause du vent. Ah, le vent. J'étais Ouais. sous le vent du relief, en fait. Voilà, Ah oui, On- ça dégueulait, quoi. Ouais, ça dégueulait. Ah oui. Et alors là, quand on dit que c'est la machine à laver, on n'y croit pas, mais en fait, c'est une vraie machine à laver. Ah oui, oui, c'est vraiment. Voilà. On peut dire aussi que Woodupper est très résistant parce qu'il a fait la machine à laver, on a fait 2-3 retournements et tout, on pouvait plus contrôler la machine. Hein. Et ouais, c'est assez impressionnant. Voilà. Bon, après on cherche, pendant la compétition on cherche tout, mais bon voilà. Et après, heureusement, on est arrivé, et ce qui sauve un petit peu, c'est ce que m'a dit les anciens, c'est que proche du sol, quoi qu'il se passe, tout se passera bien. Et arrivé du sol, on est reparti en vol classique. Bon, on Donc s'est la posé- machine s'est restabilisée. Ouais, elle s'est restabilisée et tout ça. Et par contre, on s'est posé pas très longtemps après, on s'est posé une demi-heure après dans un champ parce qu'on était complètement rincé de cette épreuve-là. Ouais. Alors ça me fait penser, est-ce qu'il y a sur ces machines-là, il y a des parachutes aussi ou pas? Ouais, alors Ouais. c'est l'avantage de l'ULM. Ouais. Là, sur le cas, on n'a pas voulu tirer parachute parce qu'on était pris un peu dans l'action et Ouais. dans une turbulence, je suis pas sûr que ça sert à grand chose. Mais c'est l'avantage
C'est l'avantage de l'ULM, c'est que quasiment tous les machines maintenant sont équipées parachute, donc on est en sécurité. Important ça aussi, le parachute. Ça sauve la vie. Ça sauve la vie. Hein. Ouais. On a une pensée pour Pierre Sibilla, qu'on espère avoir sur le plateau bientôt. Je vais te relancer, Pierre, pour qu'il vienne nous parler un peu de ce qui tu sais au courant, ce qui lui est arrivé à Pierre Sibilla, avec son Savannah, une LPT à côté de Gap là-bas. Il partait de Fayence là-bas. D'accord. Ouais. J'ai entendu. Merci beaucoup pardon, je te coupe Thomas, mais à Mike Sheldon avec Moderate qui vient d'offrir 5 abonnements à la communauté. Bah, c'est super sympa. Alors évidemment, on peut s'abonner aussi à Jumpseat. Je crois que quand on est abonné, on n'a pas les pubs au démarrage. D'accord, on a quelques petits avantages. Bien entendu, vous pouvez regarder l'émission aussi sans abonnement. Mais c'est un super soutien parce que plus on a d'abonnés, plus on a aussi une communauté qui grandit. Et c'est le but. Alors merci à toi pour ces 5 abonnements offerts. Et juste au-dessus, nous avons Franck May qui nous dit il y a 2-3 coins du Vercors qui peuvent être rigolos. Si tu testes côté plateau, globalement nord-sud, tu peux avoir de grosses surprises en arrivant sur la vallée de la Drôme. C'est tout à fait ça. Ouais. C'est là où j'étais. Hein. C'est ça, là où j'étais. Ouais. En venant de Saint-Rambert. En fait, le vent, il venait de l'autre côté, il était assez turbulent, il venait de l'autre côté de la montagne. C'est vrai que c'est assez surprenant. Ouais. Bon, petite frayeur comme ça. Ah, petite frayeur. Maintenant, on fait attention maintenant. Ouais, oui, c'est comme ça qu'on on apprend, malheureusement. On apprend, une autre anecdote. Non, c'est pas nécessairement une frayeur, mais je sais pas, est-ce que tu as déjà un plus beau souvenir de vol, un atterro, un décollage, je sais pas. Oh, une anecdote. Tu fais tellement de choses. C'était mon premier tour ULM, c'était ma première vache en tour ULM. Donc une vache, c'est se poser dans un champ, parce qu'on n'a plus d'essence. J'étais en wheelhopper, c'était la première avec branche. Le wheelhopper, on allait à la presqu'île de Quiberon. Ouais. Et avant d'arriver à la presqu'île de Quiberon, c'était le moment de regarder son niveau d'essence. Et là, tu vois qu'il restait plus grand chose dans le niveau. Donc, tu avais le choix soit de traverser la mer, mais pas d'arriver au bout, ou te poser en safe. Et c'est ce que j'ai fait. Je me suis posé en safe dans un champ. Assez impressionnant. Les gens du village étaient assez impressionnés de me voir poser dans le champ. Et puis, ils m'ont tout de suite apporté à la station d'essence pour faire le plein. Et c'était de beaux moments. On a passé une demi-heure avec les gens du coin. C'était vraiment chouette, quoi. Bon, maintenant, si l'aviation civile, la VGTA qui m'écoute, je fais de temps en temps un peu ça, mais parce que j'ai plus d'essence, mais voilà. Non, mais ça me fait penser qu'on avait fait des tutos justement avec la Fédé, c'est sur la sécurité, sur comment se vacher, Ouais, tout à fait. avec le verre d'eau. Ouais, c'est ça. Trouver un champ, observer d'où vient le vent, la moindre fumée, on a des procédures les pylônes électriques. Donc voilà, tu t'es fait un peu cette check mnémotechnique, cette procédure dans la tête. C'est vrai que nous en ULM, on prévoit plus souvent la panne moteur. Ça arrive en avion, c'est du certifié, tout va bien, mais en ULM, ça peut vite tomber en panne. Donc, à l'époque, mais maintenant aujourd'hui c'est quasiment fiable. Ça peut arriver, bien sûr. Donc on forme beaucoup les pilotes à la panne moteur et se poser dans un champ, on le fait souvent, régulièrement, en sécurité. Donc c'est ça, l'ULM c'est accessible, simple et accessible. Mais ça reste de l'aviation. Ça reste de l'aviation, ouais. Voilà, la sécurité avant tout. Avant tout. Et je pense que c'est une des premières choses que tu enseignes à tes élèves. Je suis assez intransigeant là-dessus, sur les pannes moteurs. Tu as combien d'élèves en ce moment En ce moment, j'en ai une dizaine. Une dizaine. Je limite à 10 élèves pour que tout le monde puisse venir voler 2 à 3 fois par semaine. Et alors, une autre question qui me vient à l'esprit, quand on est instructeur aussi, prendre la responsabilité de lâcher un élève ou une élève. Ouais. Comment tu sens les choses, toi ? Chacun doit avoir sa méthode. Ouais, chacun a sa méthode. Moi, je le contrôle. On le lâche quand il fait du décollage atterrissage. Et à un moment, quand il sent bien et que je vois qu'il fait 1 ou 2 sessions assez correctes, assez propres. Alors, je veux pas qu'il soit à 100% de lui. Justement, le lâcher, c'est un moment où il faut que l'élève il passe à autre chose, un autre cap. Et je suis prêt à même lâcher un petit peu plus, qu'il soit un peu plus sur la réserve, à le lâcher. Et puis, au pire des cas, on a une radio avec nous. Au pire des cas, s'il est stressé là-haut, on le récupère à la radio. Ça m'est arrivé que 2 fois en 8 ans de formation. Mais voilà, on le lâche, il part tout seul, il se rend compte de ce qui se passe, on lui apprend 2-3 choses en plus. Il y a 80-70 kilos en moins de l'instructeur, donc ça va décoller plus fort, ça va atterrir un peu plus long. Mais t'inquiète pas, la piste est grande. Et généralement, ça se passe super bien. Bah oui, il n'y a pas de raison. Hein. Mais toi, quand tu gardes aussi ton sang-froid, quand tu dois récupérer un élève un peu stressé à la radio, un peu stressé, tu le calmes, tu lui guides, on remet les choses un petit peu à plat, on le stabilise un petit peu en vol. Tranquille, il reste un petit peu en local, on le calme un petit peu, et puis quand il est calmé, qu'on entend la voix qu'il est calmé, des fois ça paraît bête, il a oublié de rentrer les volets, ou il a le bouton, il a appuyé, nous sur le Savannah, on a le trim qui est sur le manche, donc s'il est stressé, il reste le doigt dessus, et puis la machine elle monte. Et on reprend tout doucement à la radio, et puis dès qu'on sent qu'il est à peu près bien, on dit maintenant tu te refais ton atterrissage, je dis plus rien, et puis tu te remets dans ta phase d'élève pilote.
Alors pour ceux s'il y en a qui nous regardent, qui ne connaissent pas trop, et on l'espère, parce qu'on est là aussi, encore une fois, pour parler d'aéro pour tous, le trim sur le manche, c'est il y a une façon de peaufiner, de soulager un peu la profondeur. soulager la profondeur, son palier, quoi. C'est ça. Voilà, on fait pas tout au manche, On quoi. fait pas tout au manche, il y a des fois des choses qui peuvent nous aider un petit peu au pilotage. Voilà, sur le manche, il y a du trim en ULM. Alors pas toujours sur le manche. Non, des fois c'est un peu sur le côté. Des fois, c'est mais là, tout bon. Et il y en a aussi sur un 777. Voilà, le trim, il est aussi en ULM. C'est pareil, c'est de l'aviation. Franck May nous dit aussi, si des élèves nous lisent, c'est le chapitre atterrissage de précaution. Ouais, ça arrive aussi. Que ce soit la nuit qui arrive ou des mauvaises conditions météo, et ben on va faire l'atterrissage de précaution et on apprend ça aux élèves. Alors on rappelle que tu parles de nuit, que l'ULM, on ne peut pas voler de nuit, il n'y a pas d'IFR, ça. on vole de nuit. On a le droit de voler jusqu'à une demi-heure avant le lever du soleil, je crois, et une demi-heure après. Alors en 30 minutes. Ouais, c'est pour une condition. Alors, on a le droit de décoller en effet une demi-heure avant le lever du soleil, mais pour la demi-heure, si on veut être précis dans la réglementation, c'est en cas de navigation. On n'a pas le droit de décoller. On n'a pas le droit de décoller en cette demi-heure-là. On a le droit juste de finir une navigation. Précision très importante. Mais par expérience, voler une demi-heure avant le coucher du soleil, en plein hiver, c'est jouer avec le feu. Ouais. Déjà, on voit quasiment plus rien déjà. Donc, il faut mieux se poser bien avant. Voilà, le message est clair. T'as un ancien élève là qui nous parle qu'Alex09. Je confirme, on se sent en sécurité après une formation avec Thomas. Là, c'est l'élève, il faut que je trouve qui c'est. M Chauve-souris nous dit soulager la profondeur. Alors effectivement, si on précise un petit peu, les ailes, on pilote un avion, il y a les ailerons. Il y a les ailerons, donc ça c'est l'axe de roulis. Il y a l'axe de tangage avec la profondeur qui nous permet de monter, de descendre. Mais quand on veut monter très longtemps, comme nous on monte souvent à 3000 mètres d'altitude, au lieu de tirer le manche et de le laisser tirer pendant 15-20 minutes, on a une petite commande qui permet de stabiliser la profondeur, qui est une commande électrique ou manuelle, ça dépend des machines, et qui permet de faire continuer la machine en fait à monter tout seul. Ça soulage en fait, même nous on le sent au manche, ça fait partie des premières choses qu'on apprend en pilotage, le roulis, le tangage et le lacet. Donc le tangage, la machine fait comme ça, c'est le manche avant-arrière. Le lacet, là c'est le pied. C'est les palonniers, les palonniers. Ouais. Et puis le roulis, donc c'est les virages, c'est le manche, mais c'est le tangage. C'est le tangage, ouais. Où qu'on peut soulager avec le trim. Il y a même maintenant des machines, on peut soulager sur l'axe de roulis maintenant. Ouais. Ah oui, il se soulage aussi sur l'axe de roulis. Ouais. Voilà. Première petite leçon théorique de pilotage avec Thomas Joron en direct sur Jumpseat. On en fera d'autres, tiens. Si on se faisait des tutos pilotage débutant. T'as qu'à venir à Annecy. Allez, c'est parti. On pourrait se faire un Jumpseat aussi à Annecy, dans le hangar et tout ça, ouais. Bon, je vais en parler à la direction. Qu'est-ce qu'il nous dit, Franck May? C'est pas du tout une bonne idée de jouer avec le temps, coucher, soleil, nuit aéro. Absolument. Absolument. Bon, l'heure avance, on approche de 14h. Je pense qu'on a fait quand même un grand tour du LM avec toi, Thomas, aujourd'hui. C'est un grand plaisir, en tout cas, de m'inviter tout ça sur le... Non, c'est nous qui te remercions d'être venus. Mais tu restes quand même encore un mystère, Thomas. C'est vrai. C'est quoi ton métier? Tu nous diras la prochaine fois. Peut-être la prochaine fois. Et on montrera peut-être d'autres machines la prochaine fois. Non, mais c'est vraiment chouette d'avoir une personne comme toi qui parle avec le cœur de l'ULM. Et en plus, là, on a vraiment... parlé de très large, quoi, du tube étoile au multi-axe ultra-moderne, en passant par la construction amateur, le rétro, la démo en vol, les fumigènes avec la paraffine, l'électrique. Voilà quoi. Je crois qu'il va falloir que tu reviennes. Il y a encore des belles choses à raconter, ouais. Bon, il y aura plein de choses à raconter encore. Geek de l'ULM, c'est bien comme métier déjà, nous dit 0K. C'est vrai. Un couteau suisse, on nous dit aussi M Chauve-souris. Oui, pourquoi pas. On n'est pas très loin de la frontière suisse, donc c'était bien. Ouais. Ça t'arrive de faire des petits bonds dehors de la frontière là, Alors, côté Italie, j'y vais souvent Italie et tout ça. Mais c'est plus simple que la Suisse, non? Ouais, la Suisse, c'est un petit peu plus compliqué. Il faut que les machines soient homologuées. Ils appellent ça le microlight. C'est vrai. Il faut que ça rentre un peu dans ces catégories-là. Mais oui, c'est possible avec ce plan de vol et tout. On va bientôt y aller. D'ailleurs, avec le Stamp, on va bientôt faire un tour en Suisse. On va terminer l'émission là-dessus. Une petite annonce, un petit. On a un des constructeurs, un des propriétaires qui est Dédé, qui est originaire de Suisse. Et donc, on va lui faire un petit saut là-bas, dans ses régions natales. Super. Et puis là, passer voler au-dessus des Alpes. Au-dessus des Alpes, c'est juste magique. C'est juste magique. Attention quand ça dégueule. Attention à l'aérologie. On s'y aventure qu'une fois, mais pas la deuxième fois. Bon, en tout cas, voilà, il y a bravo Thomas, nous dit Chauvin31. Bravo. Et bravo aussi à vous le chat. Bravo. Merci en tout cas.
d'avoir été présent pour suivre cette émission. C'était vraiment chouette. En tout cas, moi, j'étais ravi d'être là aussi, de parler ULM avec toi. Je vous rappelle qu'on reparlera du ULM le 14 novembre prochain avec Mathéo et Guilhem. Alors là, on va focaliser encore plus sur ULM et jeunes, encore plus jeunes que toi. Ah ouais, il faut bien des remplaçants. Hein. Bah ouais. On parlera tour ULM, accessibilité, enfin plein de choses aussi. Comment aussi l'ULM a suscité des vocations. Vous verrez, Mathéo, il aura beaucoup de choses à nous dire là-dessus. Donc 14 novembre prochain, rendez-vous sur l'ULM. Les jeunes, reconquérir les jeunes, tout un programme. Reconquérir, voilà. Mais je suis sûr que les jeunes ne boudent pas l'aviation. Et vous avez vol de nuit aussi. Alors là, pardonnez-moi l'équipe Jeff et Antoine, je n'ai pas les horaires de vol de nuit. Donc c'est l'occasion de vous dire, abonnez-vous à notre chaîne, comme ça vous serez informés en temps réel avant le direct de l'émission. Voilà, merci pour les abonnements, merci à tous, toutes et tous. Abonnez-vous à Aérobuzz pour lire les articles, abonnez-vous à Twitch si vous le voulez. Retrouvez-nous sur les rediffusions YouTube, TikTok, Twitter, Instagram. Ça nous soutient énormément. Et à très bientôt. Hein. À très bientôt. Et merci à toi, Merci Thomas. pour tout. Bon, allez, salut à tous.